Politeia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici au théâtre pour cette table ronde sur un sujet qui est évidemment sensible, qui charrie beaucoup de douleur, mais aussi beaucoup d'amour. On va en parler, et un sujet qui est en prise directe avec l'actualité. Alors je vais vous faire un résumé rapide. Il se tient en ce moment même, à Paris, la Convention citoyenne sur la fin de vie. C'est l'avant-dernière réunion de cette convention qui doit rendre ses conclusions début avril. La question qui est posée, c'est de savoir si le cadre actuel de l'accompagnement de la fin de vie est encore adapté ou pas aux situations que nous connaissons. Les membres de la Convention ont d'ores et déjà répondu que non, le cadre n'était pas adapté, qu'il devait évoluer, et on le sait, ils se sont prononcés pour l'aide active à mourir. Et finalement, une position qui est celle d'une majorité de Français, c'est ce qu'on voit à travers les sondages sur ce sujet. Il y a une opinion publique qui est de manière constante, favorable, elle aussi, à l'aide à mourir. Qui est contre? Peut-on se poser la question? Partie du personnel soignant qui estime que ce serait trahir le serment d'Hippocrate, et certains courants religieux les plus traditionnalistes. On pourra évoquer d'ailleurs la question des cultes tout à l'heure. Alors pour être complet dans cette présentation, il faut aussi dire que le gouvernement, par la voix de son porte-parole Olivier Véran, a laissé entendre qu'il était prêt à légiférer, ce qui sous-entend qu'il y aurait un jour une loi sur l'aide active à mourir, puisque, rappelons-le, aujourd'hui c'est interdit en France. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout est déjà réglé? Est-ce que l'affaire est déjà pliée? Eh bien, loin de là. Le débat ne fait que commencer. Vous allez voir qu'il soulève des questions très profondes. Au nom de quel principe, par exemple, va-t-on autoriser les uns à avoir recours à une aide active à mourir et puis pas les autres? Est-ce qu'il faut considérer les choses en fonction des maladies? Est-ce qu'il faut tenir compte des souffrances psychiques? Dans quelles conditions? Selon quelles règles? Et puis, qui doit pratiquer ou devrait pratiquer l'acte létal? Ce sont des choix qui peuvent être individuels, mais qui engagent aussi notre façon de vivre ensemble, et puis qui engagent aussi les responsabilités. Et on va en discuter du corps médical. Est-ce que c'est à la médecine de s'occuper de tout ou pas? C'est une question. Alors vous voyez, une fois qu'on a posé et ouvert cette question d'un nouveau droit, eh bien, les choses deviennent tout de suite un petit peu plus compliquées. On va essayer d'y voir plus clair avec nos invités, et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène Didier Dreyfus. Didier Dreyfus, vous êtes professeur émérite de médecine intensive réanimation à l'Université de Paris, ancien chef de service de réanimation à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. Vous avez publié au mois de septembre dans Le Monde une tribune pour expliquer vos positions. On va en parler. J'accueille aussi sur scène Jean-Luc Romero, élu à la mairie de Paris, adjoint à la maire de Paris. Jean-Luc Romero, on connaît votre engagement historique dans la lutte contre le sida et votre engagement aussi pour le droit à mourir. Vous avez présidé l'association pour le droit à mourir dans la dignité, puis vous avez expliqué vos positions dans plusieurs ouvrages que j'ai ici devant moi, Ma mort m'appartient, et plus récemment, une lettre ouverte à Brigitte Macron. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez écrit à la Première Dame. Et j'accueille également sur scène Dominique Simonet, journaliste, écrivain, essayiste. Et vous avez publié il y a quelques années Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire? C'était avec Jean-Louis Servan-Schreiber et François Decloset au Seuil. Alors pour que les présentations soient complètes, eh bien, je me présente, moi je suis Nicolas Prissette, je suis journaliste, fondateur du média en ligne Fondamental, qui a l'honneur d'être partenaire du festival Politeia, et je profite de cette occasion pour remercier tous les organisateurs, sincèrement et chaleureusement. Et un dernier petit mot avant de rentrer dans le détail, pour excuser Noël Châtelet, qui vous transmet ses amitiés, mais qui n'a pas pu être avec nous ce matin.
Alors je voudrais qu'on commence par se poser la question, où va-t-on? Et avec vous, Didier Dreyfus, je voudrais qu'on évoque l'avis du Comité national d'éthique, un avis qui a changé les choses, puisque au mois de septembre dernier, il s'est prononcé, il a ouvert la voie à une aide active à mourir, qui n'était pas sa position précédemment. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Ok, d'abord, un très grand merci pour cette invitation, et c'est un festival que je trouve absolument remarquable et à qui je souhaite longue vie, justement. Alors, je suis un peu un lacanien raté, et j'ai toujours été intrigué par cette histoire de l'avis sur la fin de la vie. Je remarque ça au passage. Alors, je suis effectivement membre du Comité consultatif national d'éthique depuis un an seulement, et je m'exprime bien évidemment à titre strictement personnel. Maintenant, j'ai voté cet avis sans aucun état d'âme et sans aucun souci, alors que vous le savez peut-être, si vous le consultez, un certain nombre de voix au sein du comité ont eu un avis différent ou divergent, peu importe le nom, donc n'ont pas signé l'avis majoritaire qui se prononçait pour l'inscription dans la loi d'une aide active à mourir, et qui ne l'ont pas signé, qui ont fait un autre texte. Je ne suis pas là pour le commenter. Donc cet avis... Alors, premièrement, je dois à la modestie de dire que mon travail là-dedans a été marginal, puisqu'il était quasiment abouti lorsque je suis rentré au CCNE. Néanmoins, je faisais partie déjà du comité plénier, donc je fais partie des gens qui étaient appelés à voter, et j'ai voté pour, comme je vous l'ai dit, sans aucun état d'âme. Donc cet avis est assez bien documenté, tranche effectivement avec les positions précédentes du comité, qui jusqu'à présent s'était prononcé en défaveur d'une dépénalisation d'une quelconque aide à mourir que ce soit. Donc c'est difficile de le résumer, hein, puisqu'il fait quand même plus de 60 pages, mais disons que les conclusions sont effectivement que le comité s'est prononcé plutôt en faveur d'une aide active à mourir, laissant aux législateurs la sagesse de choisir ce qu'il conviendrait de faire. C'est-à-dire que le comité s'est prononcé assez fortement dans cet avis pour le suicide assisté, un petit peu moins peut-être pour l'euthanasie, mais néanmoins sans la mettre hors champ, loin de là, en renvoyant plutôt cela aux législateurs. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que j'en dise plus. On peut préciser qu'il s'agirait, dans cet ordre-là, d'une aide active à mourir pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, et j'insiste sur ce plan, oui. Alors que jusqu'ici, la législation, on va sans doute en parler dans quelques instants, évoque des mesures qui sont connues, qui sont la sédation profonde, pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Donc là, on a déjà un élément de débat ou d'éclaircissement à avoir sur c'est quoi le court terme, c'est quoi le moyen terme quand on est dans une situation de pathologie grave. Oui, vous avez entièrement raison. Les lois précédentes, effectivement, n'envisageaient que la prise en charge des personnes, enfin, pour ce cas particulier, des personnes dont la vie était engagée à très court terme, c'est-à-dire à un ordre de jours ou de semaines. Attention, il ne faut pas résumer non plus les lois précédentes, qu'elles soient Leonetti ou Claes-Leonetti, à la simple, enfin surtout pour Claes-Leonetti, puisque c'est elle qui l'a introduit, à la simple sédation profonde, etc. Il y avait quand même le fait... Moi, là, je parle de mon point de vue de médecin réanimateur. La réanimation, on ne savait pas du tout ce que c'était jusqu'à la Covid. Je pense qu'on a un peu compris ce à quoi ça sert. Et donc, cette loi Leonetti, puis Claes-Leonetti, s'adressait à des patients qui étaient réellement en fin de vie dans les jours ou semaines qui allaient suivre. Effectivement, il n'y avait rien sur, par exemple, quelqu'un qui a une maladie cancéreuse ou une maladie neurodégénérative, d'évolution inéluctable, et qui souhaite effectivement, avant d'être dans un état qui lui semble insupportable, avant d'être là, de pouvoir effectivement choisir sa façon de mourir. Donc les lois précédentes n'en disaient rien, et c'est tout l'objet d'une part de cet avis du CCNE, d'autre part, je crois, de la Convention citoyenne, et éventuellement d'un travail parlementaire. Jean-Luc Romero, vous qui êtes engagé sur ce sujet, vous considérez qu'aujourd'hui on est en train d'avancer dans le bon sens, qu'on a réussi à franchir des étapes?
Merci. Et, comme vous, je vais évidemment remercier les organisateurs de ce festival qui, a priori, fonctionne bien. Moi, je pensais ce matin qu'on serait 5 dans la salle. Donc, merci à vous toutes et tous de vous être réveillés. Merci, j'ai vu le maire adjoint de Thionville et je pense que c'est une grande initiative. Alors, c'est vrai, moi je suis, vous le disiez tout à l'heure, militant depuis longtemps. Mon militantisme vient de ce que j'ai vécu dans la lutte contre le sida, où je voyais mourir des jeunes de 20-25 ans dans des conditions incroyables, où à l'époque, on ne voulait même pas leur donner de morphine dans les derniers jours en disant que ça allait accélérer leur mort, alors qu'il leur restait que quelques jours à mourir et que leur souffrance est insupportable. Donc évidemment, si on se remet dans l'époque des années 90 et aujourd'hui, c'est tout un monde. Et puis, oui, on a eu l'impression pendant très longtemps, en demandant d'aller plus loin, de parler un peu dans le vide, d'avoir une opinion publique qui, elle, ressentait les mêmes choses que nous, militants, nous sentions, mais que les pouvoirs publics n'entendaient pas. On avait l'impression d'ailleurs que les politiques n'avaient pas du tout l'impression qu'ils allaient mourir un jour, alors que, je le dis, on va tous mourir, et que cette question était très compliquée parce que jusqu'à présent, on l'a vu, d'abord, la question de la fin de vie, les politiques l'ont toujours confiée à des médecins. Et les médecins ont bien sûr tout à fait le droit d'y participer, ce qui est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas que des médecins dans notre pays. Il est important que ce soit d'abord une question citoyenne et éthique. Et on a jusqu'à aujourd'hui surtout médicalisé, mettant d'ailleurs souvent les médecins dans une situation, enfin je parle un peu de votre contrôle, compliquée. Parce que quelque part, on leur donnait un pouvoir dont certains ne demandaient absolument pas à avoir ce pouvoir. Quand on parle de la sédation profonde et continue, en fait, il n'y a même pas de clause de conscience, parce que bon, je sais que ça se discute là-dessus, mais une sédation profonde et continue, on vous endort, on arrête de vous alimenter, si vous avez des sondes gastriques, des choses, on vous enlève tout, et puis voilà, on sait que vous allez mourir. Donc c'est quand même un geste d'une certaine manière actif. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il était compliqué. Et ces dernières années, des choses ont changé. Alors elles ont changé d'abord politiquement. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois où on a une Assemblée nationale qui est majoritairement favorable à une aide active à mourir. Et on avait jusqu'à présent un président qui disait non, qui disait oui, et qui, j'espère, cette fois-ci, va dire oui. Parce que qu'est-ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui ? Vous savez, personne n'est un militant de l'euthanasie. Moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des situations auxquelles on ne peut pas répondre. Et face à ça, il faut avoir une réponse parce qu'on est tous dans le doute. Qui peut dire ce qu'il fera au moment de mourir ? Personne. On ne le sait qu'au moment où on y est. Et c'est pour ça que j'estime qu'il faut donner aujourd'hui tous les champs des possibles à chacune et chacun d'entre nous, et on ne le donne pas. Et on voit que ces lois sont insuffisantes parce que la dernière loi Leonetti, au final, elle a restreint même le champ de l'aide. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai accompagné Alain Koch, qui était un homme dont vous avez dû entendre parler il y a 2 ans. Il avait interpellé le président de la République. C'était quelqu'un qui s'était beaucoup illustré. C'est une personne en situation de handicap. Il avait fait des tours de France, des tours d'Europe pour se battre pour la dignité des personnes en situation de handicap. Il se retrouve avec une maladie rare. Cloué dans son lit, ne pouvant plus faire aucun geste de la vie, et n'ayant juste toute sa tête, et souffrant en ayant des douleurs physiques, je ne parle pas psychiques, qu'il avait bien sûr en plus, mais insupportables. Eh bien, la science, face à ça, ne pouvait pas l'aider. Les soins palliatifs sont venus. Il a demandé à bénéficier d'une sédation profonde et continue. On le lui a refusé parce qu'il n'était pas dans le cadre de l'agonie. Alors que dans le cadre de la loi de 2005, du décret de 2010, il aurait pu en bénéficier, comme Vincent Lambert d'ailleurs a pu en bénéficier. Et il a dû partir en Suisse. Et vous voyez, ce n'est pas des situations abstraites. Alors on nous dit toujours, il ne faut pas légiférer sur des cas particuliers. Mais d'abord, chaque mort est un cas particulier. Et que là, il suffit de faire un cadre. Et qu'on sait tous que ce qu'on peut ajouter, c'est-à-dire une loi qui va mettre vraiment le patient au centre et permettre l'aide active à mourir, ça va toucher un nombre peu important, peut-être 3%, peut-être 4% des morts. C'est 2,7 en Belgique, c'est 4,5 aux Pays-Bas, mais c'est 2%, c'est 3%. Ça peut être vous, ça peut être moi. Et voilà, c'est ce que je dis. C'est des dizaines de milliers de personnes quand même. Et donc, on voit qu'il faut ouvrir. Et bien sûr qu'une loi, c'est fait pour donner cette possibilité à toutes et à tous, et c'est donner un nouveau droit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien l'avis que vous avez émis au Conseil national d'éthique, qui
c'est vrai, est nouveau par rapport à ces dernières années, mais pas nouveau par rapport à 2000, où le Conseil national d'éthique avait proposé une exception d'euthanasie qui était, voilà, pas forcément ce qu'on souhaitait, mais il y avait déjà eu quand même un débat qui, quand même, vous voyez, qui a quand même plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a donc une Assemblée nationale qui est particulièrement favorable, une opinion publique qui le veut, et je vous le dis, c'est pas parce que les gens sont des militants, ils veulent avoir un choix. Et c'est ce qu'il faut que chacun comprenne, parce que ce choix, il n'enlève rien à personne. Et il respecte toutes les consciences. Vous savez, moi je comprends tout à fait des soignants qui s'y opposent, s'ils ne veulent pas le pratiquer eux-mêmes. Comme il y a des soignants qui ne veulent pas faire des avortements. Eh bien, il y a des clauses de conscience. D'abord, un médecin n'est jamais obligé de faire un acte qui contre sa conscience. Et en plus, dans les lois qui ont été votées dans les autres pays et celles qu'on souhaite dans ce pays, il y aura cette clause de conscience. Donc, les médecins, les soignants seront respectés à partir de ce moment-là. On va venir dans quelques instants sur comment les choses peuvent se passer ou pas. Didier Dreyfus, vous vouliez réagir? Je ne veux pas monopoliser. En quelques secondes, parce que je voudrais qu'on entende Dominique. Non, vous avez entièrement raison d'avoir souligné le fait qu'en 2000, effectivement, cette exception d'euthanasie avait été soulevée. Simplement, il faut être pragmatique. Moi, d'abord, j'ai un immense respect pour le professeur Sicard, qui était le président du Conseil d'éthique à l'époque, et qui est une haute personnalité morale. C'est son idée personnelle. Moi, je vais vous dire, qui d'entre nous souhaiterait euthanasier quelqu'un et attendre de recours en recours une dizaine d'années avant de savoir s'il ira en tôle toute sa vie? Donc, c'était pas très, très approprié. Je suis d'accord avec vous. Je voulais juste dire qu'il y avait eu... Mais vous avez raison. Dominique Simonet, le fait qu'on ait ce débat ce matin, qu'on parle de ce sujet qui a pu être tabou pendant très longtemps, ça dit quoi de notre société? Est-ce qu'on a un nouveau regard sur la mort? Ça dit qu'il y a un problème, ça dit qu'on est confronté à de nouvelles réalités qui sont des réalités du monde d'aujourd'hui, qui sont des réalités des progrès de la médecine. Vous aviez la gentillesse de citer le livre que j'avais écrit avec Jean-Louis Servan-Schreiber et Joël de René. Une vie en plus, on constatait qu'on a, depuis quelques décennies, on a gagné à chaque fois quelques années. Et on est maintenant, dans le meilleur des cas, mais c'est quand même le cas pour une grande majorité de la population, mené vers une vieillesse et une grande vieillesse. Notre vie est prolongée avec une certaine capacité de pouvoir la vivre la plus pleinement possible. À 70 ans, 80 ans, on peut encore faire plein de choses. Mais arrive un moment où, quand je parle de grande vieillesse, je ne sais pas si c'est qualifié d'une manière précise par la médecine, mais il y a un moment où quelque chose là bascule. C'est-à-dire qu'on peut perdre, et on perd la maîtrise de son destin, de sa vie. Et ça, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui est en tout cas qui s'est généralisée. Et par rapport à ça, on voit bien que la société ne répond pas. On meurt mal en France, on meurt vraiment mal. Et il n'y a aucune raison qu'on meure mal. La mort, évidemment, personne n'en veut. La mort, c'est quelque chose qu'on voudrait refuser, mais on est obligé de l'accepter parce que tout le monde passe par là. Donc, à partir du moment où on accepte ce constat, où on veut bien regarder d'une certaine manière cette réalité en face, il n'y a aucune raison que cette réalité-là se passe dans une forme d'hypocrisie, où on n'en parle pas trop, où on ne prend les décisions qu'à la dernière minute, et surtout, Jean-Luc Romero l'a dit, où on peut laisser un certain nombre de gens qui ont besoin d'avoir de l'assistance, ou qui se disent simplement « maintenant je veux arrêter, c'est mon droit, c'est mon corps, c'est ma vie, je voudrais arrêter parce que je vois » qu'arrivent très vite les souffrances, ou très vite la souffrance physique, ou la souffrance psychique aussi. Il ne faut absolument pas la minimiser. Et donc, moi, je considère, mais c'est une position personnelle, et c'est vrai que vous avez raison tous les deux de rappeler que c'est quelque chose d'individuel, parce que sur ce thème-là, on est au cœur des conflits entre la loi, que peut une loi, avec les dérives qu'elle pourrait susciter. C'est compliqué d'encadrer pour tout le monde,
avec la médecine aussi, quel est le rôle des médecins, avec le rôle de la famille aussi, quel impact sur la famille peut avoir une décision de se suicider, par exemple. Mais malgré tout, pour moi, ça fait partie d'une liberté individuelle. Hier, je participais à un débat sur la liberté de disposer de son corps et on constatait les régressions qu'il peut y avoir dans le domaine de la liberté du corps des femmes, l'avortement aux États-Unis, etc. Moi, je considère que la liberté de pouvoir choisir sa mort, alors, avec toute la complication, le débat vient derrière cette phrase, évidemment, hein, mais de pouvoir choisir sa mort, ou en tout cas d'avoir une possibilité de choisir ou de ne pas la choisir aussi, je considère que c'est une liberté individuelle et que c'est un droit fondamental dans une démocratie aujourd'hui. Et donc la loi est pour l'instant très en deçà, et c'est vrai que ça pose le problème de qui peut décider, qui est qualifié pour en parler. Je pense aussi que les médecins ont effectivement leur rôle, c'est fondamental, mais en ultime recours, je ne pense pas que ce soit aux médecins de prendre cette décision, et je pense que ça relève de chaque individu. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a le conflit avec nos propres croyances, notre histoire, notre famille, mais malgré tout, ça devrait rester, ça devrait pouvoir être un choix individuel, mais on peut le développer évidemment. Oui, on peut rappeler qu'il existe aujourd'hui, en tout cas légalement, la possibilité de rédiger des directives anticipées. Ça ne veut pas dire que les gens le font, parce que cette possibilité n'est pas forcément très connue, mais il y a déjà des processus qui existent et qui réclameraient peut-être d'être approfondis. Par exemple, il n'y a rien qui explique dans la loi ou dans la mise en œuvre de la loi comment on doit rédiger ces directives et qui doit les recueillir. Ça c'est laissé un peu à l'empirisme. En tout cas, c'est Alain Claes lui-même qui explique qu'il y a dans ce qu'il a pu rédiger avec Jean Leonetti des éléments qui restent à préciser et puis surtout à mettre en œuvre. Il faut encore qu'elles soient respectées parce qu'elles ne sont pas toujours respectées non plus, parce que ce n'est pas facile non plus de les appliquer. Mais je pense que on le voit tous, on a tous des histoires. Maintenant, les journaux en sont pleins. Le Nouvel Observateur vient de publier un manifeste. Le Monde publie depuis des semaines des tribunes de personnalités qui racontent leur histoire personnelle et en dénonçant leur désarroi et la manière dont leurs proches, leur père, leur mère, quelqu'un de leur famille a pu être d'un seul coup se trouver dans une situation d'une mort extrêmement douloureuse et pas du tout voulue, alors que c'était quelqu'un qui avait toujours montré sa volonté de pouvoir partir dignement et selon sa conscience. Et actuellement, on le voit bien aussi dans moi personnellement, puisqu'en fait il faut parler de soi. Moi je n'ai pas envie de me retrouver somnambule, bourré d'anticoagulants, perdant de plus en plus conscience de moi-même et donc perdant ma capacité de dire je veux en finir. Je ne voudrais pas entrer dans cette phase-là. Actuellement il est absolument impossible en France de pouvoir dire je ne veux pas entrer dans cette phase-là et aidez-moi à me suicider, par exemple. Ce n'est pas possible. Et juste pour ne pas être trop long, je me souviens de la réflexion de André Comte-Sponville, le philosophe, qui la tenait de Robert Badinter, qui dit en France, le suicide n'est pas un délit, on a le droit de se suicider. Hein. On peut sauter d'un pont, ça se passe toujours très très mal. On a le droit de se suicider, mais en revanche, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à se suicider. Ce qui est un paradoxe incroyable. Si ce n'est pas un délit, pourquoi la personne qui aide à se suicider serait passible des tribunaux? Donc c'est l'une des contradictions qu'il faudrait sans doute résoudre. Mais c'est vrai que c'est une contradiction, et elle est exprimée aussi à sa façon par de nombreuses soignantes et soignants qui sont très dubitatifs sur leur rôle et ce que pourrait leur demander à l'avenir la société, et notamment dans le passage à l'acte, qui est quelque chose qui peut poser des problèmes déontologiques, humains, philosophiques très profonds. Didier Dreyfus, vous avez écrit dans une tribune au Monde la façon dont vous envisagez les choses, c'est-à-dire comment peut se dérouler cet acte,
comment les choses peuvent être mises en œuvre en essayant de situer de manière peut-être différente de ce qu'elle est aujourd'hui la place de chacun, la famille, le soignant, la personne directement concernée. Expliquez-nous ce que vous proposez. Oui, merci. Écoutez, d'abord, je vais faire un peu de Georges Marchais, c'est votre question, mais ça va être ma réponse il va commencer par autre chose. Et je vais venir. Je sais ce que vous allez dire. Hein. Non, je vais venir. Non, c'est pour rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites. Je suis entièrement d'accord sur le fond avec tout ce qui a été dit. Je voudrais juste introduire quelques nuances. On meurt mal en France, je dirais on meurt mal en France pour la plupart des gens, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et vous citez donc des gens qui en pleine conscience, qui ceci, qui cela. Mais en fait, la meilleure façon, entre guillemets, de mourir mal en France, c'est de ne surtout pas l'avoir prévu. Hein. C'est-à-dire que si on est capable, en avance, de prévoir le parcours que l'on souhaiterait, notamment de soins palliatifs, on peut y avoir accès. Si on attend effectivement d'être dans une situation épouvantable, avec une famille désespérée qui dit qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus de place dans les soins palliatifs. Donc je veux dire, un scandale, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Mais à l'heure actuelle, vous savez, tout le problème, parce que la mort est une chose un petit peu particulière, hein, je rappelle que Freud avait très bien montré, dans Considérations actuelles sur sur la guerre et la mort, que dans notre inconscient, nous croyons à notre immortalité. Aucun de nous n'est capable de rêver qu'il meurt. Nous ne mourrons jamais dans nos rêves. Donc c'est quand même normal que ce soit quelque chose que l'on refoule un petit peu. Simplement, peut-être la société l'a trop refoulé. Et je souhaite aussi citer un ouvrage remarquable d'un auteur anglo-saxon qui s'appelle Geoffrey Gorer, qui s'appelle Pornography of Death. Et il disait, dans le temps, l'interdit, le tabou, c'était le sexe. Maintenant, le tabou, c'est la mort. Et il emploie une phrase absolument magnifique. Dans le temps, les bébés naissaient dans les choux ou dans les fleurs. Et maintenant, les mourants disparaissent dans les choux ou dans les roses. Les mourants disparaissent dans les fleurs. Et en disant que, bon, voilà, montrer la mort ailleurs qu'à la télévision, hein, on voit des milliers de morts en permanence dans le virtuel ou dans le réel, mais chacun ne réfléchit pas vraiment à sa mort. Donc, la meilleure façon de mal mourir, c'est de ne pas l'avoir préparé. Et Freud, dans ce même ouvrage, disait, en reprenant un peu, en modifiant Civis pacem parabellum, il disait, si tu veux la vie, prépare ta mort. Voilà, donc ça, je voulais dire. Et ensuite, j'aurai l'occasion sûrement de parler du vécu des réanimateurs en fin de vie, avec des patients en fin de vie, qui est une chose beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Alors, pour répondre à votre question, ce que je me suis permis d'exprimer dans ma tribune, c'est plus pour faire réfléchir que pour, marteler une opinion. C'est premièrement, je suis mal à l'aise avec le parallèle complet fait entre IVG et aide active à mourir. Je pense que c'est des choses différentes. J'ai énormément d'estime pour ce que je viens de lire, le manifeste des 109. Je l'avais acheté avant même de venir, et pour les gens qui l'ont écrit. Bon, manifeste, ça rappelle un peu le manifeste des 300 et quelques personnes. Ces 300 et quelques personnes risquaient la prison. Moi, j'ai vécu une époque, c'était le début de mes études de médecine, où j'avais des collègues qui pratiquaient des IVG clandestines, ils risquaient la prison. Où les femmes, effectivement, le revendiquaient et disaient « je l'ai fait », elles risquaient la prison. Donc, manifester, c'est bien, prendre un risque quand on manifeste, c'est bien aussi. Donc, il ne faut pas mettre ce parallèle. Et sur la clause de conscience, et je vais venir à votre question, je vous rassure, sur la clause de conscience, c'est une chose complexe. Je m'explique. Après, bon, j'ai toujours été pour l'IVG, c'est pas demain que je vais changer. La clause de conscience ne me paraissait pas déraisonnable, sauf qu'elle aboutit à ce qu'on ne puisse plus faire d'IVG. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est extrêmement compliqué dans certains endroits de faire des IVG parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour et parce qu'un certain nombre appliquent la clause de conscience. Donc la question pourrait se poser. Pour l'euthanasie, c'est encore plus compliqué. Au Canada, vous me détromperez peut-être, mais j'ai cru comprendre qu'ils ont supprimé dans la loi le droit à la clause de conscience. C'est-à-dire qu'un médecin ne peut plus se prévaloir d'une clause de conscience. Alors là, ça me gêne un tout petit peu, mais on pourrait bien sûr en discuter. Donc, pour enfin répondre à votre question, après ce petit détour, je disais un petit peu ce que vient de dire M. Romero. À qui appartient le fait de délivrer le patient d'une vie qu'il ne supporte plus ? Effectivement. Alors, bien évidemment, il y a dans
Alors, parce que je suis parti d'une tribune du Monde qui était remarquablement faite, qui racontait l'histoire d'une femme qui était allée bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Et donc, il y a plusieurs façons. Certains font avaler un mélange essentiellement de pentobarbital, donc par la bouche, mais il y a aussi des endroits où c'est fait par perfusion. C'était le cas dans cet article-là. Donc, la perfusion de pentotal, donc qui allait endormir la personne, puis mettre fin à sa vie, était posée, et c'est la personne qui ouvrait la perfusion. Et donc, la question que je posais dans mon article, c'est, pour l'euthanasie, on considère qu'effectivement, cette personne ne serait plus en état. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative dramatique, qui ne peut plus bouger ses bras. Il y a quelque part un déni de justice à faire que le temps qu'il pouvait encore bouger un peu un bras, il pouvait mettre fin à ses jours si on fait le suicide assisté, et il ne le peut plus s'il ne peut plus bouger ce bras. Moi, je trouve ça épouvantable, quoi. Donc la question qui se pose, c'est, y a-t-il besoin d'être médecin ou infirmier ou infirmière pour ouvrir une perfusion? Non, c'est appuyer sur un bouton ou tourner une molette. Donc la question que je posais, c'est pourquoi, alors que on reproche souvent à juste titre les abus du pouvoir médical. Le pouvoir médical, ça existera toujours. Il y a le malade, il y a le médecin, ils ne sont pas nécessairement sur un pied d'égalité. Il faut tout faire, bien sûr, pour réduire cette inégalité. Mais nier le pouvoir médical, c'est une façon inconsciente de vouloir nier la maladie, à mon avis. Mais donc, pourquoi, alors que l'on conteste à juste titre le pouvoir médical, seul le médecin ou le soignant serait habilité ou capable d'ouvrir une molette? Donc c'est ça que je disais. On pourrait réfléchir à ce que soient habilités à le faire les accompagnants, les aidants, les membres de la famille, les parlementaires qui sont pour. Je ne sais pas. Je veux dire que ça peut se discuter. Renvoyer ça uniquement aux médecins et aux soignants pose le problème de la position symbolique qu'on leur donne dans une société. On est là pour quoi? On est là pour soulager, bien sûr. On est là pour soigner, on est là pour guérir. On peut être là, et je conçois très bien qu'un cancérologue ou un neurologue qui a suivi un patient pendant des années et des années se soit mis d'accord avec son patient pour l'aider à mettre fin à ses jours à la fin. Oui, ça peut faire partie effectivement de l'accompagnement et du soin. Et c'est, pour revenir à Freud, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Freud a dit, moi, après 10 opérations sur la mâchoire, je ne supporte plus. Et son médecin le raconte, il s'était mis d'accord et son médecin a mis fin à ses jours. Donc il n'y a pas de raison que le médecin ne fasse pas partie de ceux qui peuvent mettre fin au jour, mais je ne vois pas pourquoi il en aurait l'exclusivité au-delà de la technicité du geste initial de poser une perfusion. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ce détour. C'était très bien, merci beaucoup. Jean-Luc Romero, on le voit bien quand on commence à rentrer dans les détails, il y a plein de questions qui se posent sur évidemment la mise en œuvre, sur les responsabilités de tel ou tel. Comment on résout ces questions? Alors, j'ai un peu copié, si vous n'en voulez pas, le professeur, en répondant en essayant, parce qu'il y a eu tellement de choses passionnantes qui ont été dites, j'aurais voulu pouvoir aussi réagir. Tout à l'heure, Dominique, quand vous disiez on a le droit, c'est vrai qu'on a le droit de se suicider. Oui, mais comment? C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir du pentobarbital, du produit, c'est des médicaments qui vous permettraient de partir sans souffrance. Et rappelez-vous, Chantal Sébir, c'était pas si loin que ça, cette femme qui s'est suicidée chez elle. Il y a quand même eu après une enquête pendant 1 an pour savoir comment elle s'était procuré le produit. Donc il y a quand même un paradoxe incroyable entre le fait de dire vous avez le droit de vous suicider, on ne vous donne pas les moyens, donc on vous permet, par contre vous avez le droit d'acheter une arme, vous tirez une balle dans la tête, vous avez le droit de vous pendre, vous jeter du haut d'un immeuble, et c'est d'une violence inouïe quand même. Quand on nous dit l'accompagnement à mourir, c'est on entend certains qui nous disent que c'est inhumain, mais est-ce pas inhumain de laisser des gens se suicider de cette manière, d'autant qu'on sait qu'en France, on est dans l'OCDE, le pays où il y a le plus de suicides des personnes âgées et des grands malades. Ce qui est incroyable quand même, mais c'est cette réalité. Hein. On a un taux de suicide des personnes âgées qui est 2 fois supérieur à celui des Pays-Bas, qui est le premier pays qui a légalisé l'euthanasie. Alors, le lien n'est peut-être pas là tout à fait, mais quand même, il faut quand même se poser des questions. Donc, ceci dit, je voulais le dire, sur les directives anticipées, je pense que c'est un débat qui est important. Vous l'avez dit, elles ne sont pas connues. Et je pense que là, il y a une responsabilité quand même d'État. Vous savez, sur le début de la vie, on met plein de moyens. Sur la fin de la vie, l'argent n'est jamais là. Et il y a un moment où il faut se poser la question. Vous l'avez dit, professeur, sur les soins palliatifs, là-dessus, je pense qu'il n'y a personne ici qui est contre les soins palliatifs. 97% d'entre nous qui avons une grave maladie mourront dans des soins palliatifs.
Quand on voit aujourd'hui que à peine, 20% des personnes qui en ont besoin pourront aller dans une unité de soins palliatifs et seulement un tiers des personnes qui en ont besoin auront au moins une visite, un acte de soins palliatifs, c'est délirant. C'est délirant dans notre pays. On a quand même les moyens de permettre l'accès universel aux soins palliatifs. Juste sur ce point, si vous permettez, on peut souligner que la Convention citoyenne en cours a mis en exergue cet élément en faisant le constat que la loi les droits existaient certes, mais qu'ils n'étaient pas mis en œuvre, faute de moyens, faute de connaissances. Et il y a en ce moment à l'Assemblée nationale un travail des députés d'évaluation de la mise en œuvre des dernières lois Claes-Neoletti, notamment sur ce point dont on peut imaginer qu'il fera l'objet d'un traitement par le pouvoir exécutif dans les semaines ou dans les mois qui viendront, parce qu'effectivement, il y a un constat qui est assez unanime sur le manque de moyens. Vous y faisiez allusion, le défaut d'accès. On peut souligner qu'il y a plus d'une vingtaine de départements, par exemple, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Je vous rends la parole. Non, justement, vous le dites, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que déjà, il y a eu quand même plusieurs lois qui ont accordé à chacun d'entre nous le droit aux soins palliatifs. En fait, c'est qu'un droit formel dans la réalité. Alors que ce droit-là, quand on dit le droit au travail dans la Constitution, dans le préambule, on comprend que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mais le droit à bénéficier de soins palliatifs, c'est une volonté politique. Il suffit de regarder ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe même dans un pays dont personne n'a envie du système de santé, qui est la Grande-Bretagne. Eh ben, en termes de soins palliatifs, ils sont bien meilleurs que nous. Et donc, c'est une question de volonté politique. Et moi, c'est là où je trouve scandaleux que depuis des années, on nous dit qu'on a ce droit-là et on n'y met pas les moyens. Le dernier plan, c'est quoi? 200 millions d'euros? C'est pas avec ça. Et moi, ce que j'espère, c'est que quand on va voter cette loi, eh ben, on va faire comme les Belges, qu'on critique tant. Parce que quand les Belges, ils ont voté leur loi légalisant l'euthanasie, ils ont voté une loi sur les soins palliatifs et une loi sur les droits des patients. Eh bien, je crois qu'on doit faire la même chose. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est évidemment un ensemble qu'il doit y avoir. Et les soins palliatifs, c'est vraiment une nécessité. Et moi, j'admire ceux qui y travaillent et celles qui y travaillent, parce qu'ils travaillent dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Par exemple, souvent, les unités de soins palliatifs, je parle sous votre contrôle, c'est 10 lits. Et il devrait y avoir, 2,5 emplois de médecins. Alors, il n'y en a qu'un, voilà. Et je ne parle pas des autres disciplines, des autres soignants, etc. Donc là, c'est un vrai souci. Sur les soignants et la clause de conscience que vous avez dit, bien sûr qu'il faut, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on supprime cette clause de conscience. Chacun doit être respecté. Même si je dis aux médecins qui aujourd'hui, ou aux soignants en général, qui ont peur, et je les entends, mais je leur dis, vous serez respectés. Mais regardez quand même ce qui se passe ailleurs. Moi j'ai été très frappé, d'abord en allant plusieurs fois en Belgique, de voir des médecins qui me racontaient, dans soins palliatifs, que quand la loi est arrivée en Belgique, ils étaient contre. Et ils disaient, de toute façon, personne ne demandera, etc. Ils ont écouté différemment les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi aujourd'hui? Que ces morts, pour eux, elles sont plus sereines. Parce que vous le savez, par exemple, en France, 70% d'entre nous, nous mourrons à l'hôpital seuls. Ben là, vous mourrez entouré à la fois de... votre médecin est là, quelle que soit d'ailleurs la façon dont c'est fait, les soignants, ceux qui veulent être là, et puis les gens que vous aimez. Et vous avez le temps de vous dire au revoir. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces soignants? Que c'est des morts plus sereines. Ceux qui ont accompagné, comme moi je l'ai fait en Suisse, accompagner des amis ou des proches, c'est terrible de voir quelqu'un qu'on aime qui va mourir. Bien sûr, on l'a tous dit. En plus, la mort est tellement loin dans nos sociétés aujourd'hui, on fait tout pour l'écarter. Mais en même temps, voir mourir quelqu'un qui n'en peut plus, qui le réclame, et qui ne vous dit que des mots d'amour à ce moment-là, et je peux vous dire que moi, les morts accompagnés que j'ai connus, ça s'est toujours passé comme ça, avec des remerciements aux soignants, etc. Je pense que c'est important. Sur la façon, vous évoquiez tout à l'heure, de ces choix, mais bien sûr, d'ailleurs, vous savez, en Suisse, moi, en tout cas, l'association qui s'appelle Ex International, avec laquelle j'ai le plus collaboré, c'est toujours maintenant des perfusions. Et donc, vous tournez vous-même le robinet, c'est parce que avaler le produit, il est assez dégueulasse, pour tout dire. Évidemment, quand vous êtes dans cet état-là, vous vous en fichez, vous l'avalez bien sûr, mais c'est quand même plus confortable. Voilà, risque de vomissement, etc. Donc c'est quand même plus confortable de tourner. Eh bien, voilà, il faudra donner ces deux possibilités, à la fois quand même l'euthanasie, parce que les personnes, vous l'avez dit, qui ne peuvent pas. Quand on se rappelle la première grande affaire en France, Vincent Imbert, qui demandait à mourir, il avait sa conscience, il pouvait communiquer juste avec un doigt.
mais il n'était pas capable de tourner un robinet, il n'était pas capable d'avaler un produit. Et donc il faut une loi complète, mais bien sûr que aider les personnes, ça ne doit pas être que l'apanage des médecins, et c'est un moyen de leur dire, vous voyez, on ne vous demande pas simplement de ça, on veut pouvoir nous-mêmes le faire, et je pense que beaucoup le feront. Sur, comment dire, la mort dans notre pays, c'est vrai que ça ne doit pas être une fatalité. Ça ne doit pas être une fatalité, c'est une question de volonté politique et de moyens et de ne pas avoir peur. Le problème, c'est que, vous voyez, moi, quand j'étais petit, enfin quand j'étais enfant, mon père est mort. Il est mort à la maison. Et pendant 3 jours, il est resté là. Et du haut de mes 12 ans, j'ai vu mon père mort. Moi, quand je parle encore même avec certains de mes amis qui ont mon âge, ils n'ont jamais vu un mort. C'est-à-dire qu'on a éloigné cette mort. Alors que je pense qu'il faut qu'on en parle évidemment d'une autre manière. Parce qu'évidemment qu'on n'apprivoisera vraiment jamais cette mort. Mais on peut réussir à vivre avec et mieux vivre en sachant qu'on va mourir. Parce que moi, je l'ai remarqué chez tous les gens, notamment chez les militants de la DMD, qui pensent qu'il y a une réflexion autour de la mort. Ce n'est pas des gens qui sont des gens tristes, etc. C'est au contraire des bons vivants. Parce que quand vous savez que vous allez mourir, vous profitez mieux de la vie. Et puis peut-être que vous aimez mieux vos proches. Et je pense que c'est une réflexion qu'il ne faut pas avoir peur, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de, d'écrire ces directives anticipées, par exemple. Parce qu'écrire ces directives anticipées, c'est justement se confronter à sa propre mort, mais c'est aussi parler avec ses proches. Et vous savez, quand vous parlez du sujet le plus compliqué qui soit avec vos proches, ça permet de parler de plein de tabous que vous avez souvent. Et ça délivre la parole. Et encore, hein, Dominique, vous évoquez une expérience personnelle. Moi, la première fois que j'ai écrit mes directives personnelles, j'en ai parlé avec ma mère, qui connaissait bien sûr mes convictions. Mais moi, je ne savais pas les convictions de ma mère. J'ai appris un certain nombre de choses. Et puis, on a parlé de ça. Et ce qui est la pire des choses, de parler avec sa mère de sa mort, elle de la mort de son enfant, eh bien, elle m'a raconté des secrets de famille qu'elle ne m'aurait jamais racontés. Donc, je le dis à celles et ceux ici qui ont peur, n'hésitez pas. Et c'est pour ça que cette loi, j'espère, c'est vraiment une loi qui donne les choix à toutes et à tous et qui respecte vraiment toutes les consciences. Je le dis aussi parce qu'il y a des gens qui ont des convictions religieuses, ils doivent être respectés. La laïcité, c'est pas rejeter les religions, c'est accepter, voilà, c'est les reconnaître, mais refuser, par contre, qu'elles imposent leurs lois. Comme on l'a entendu chez certains évêques qui aujourd'hui nous disent non, vous n'avez pas le droit de faire des lois comme celle-là. Mais je suis désolé. Qui sont-ils pour nous dire ça? Par contre, que eux soient respectés. Et s'ils veulent mourir le plus tard possible, même dans la souffrance, si c'est leur choix, ils le font. Moi, j'ai rien. D'ailleurs, même nous, qui dit que en ayant des souffrances terribles, on peut avoir en fin de vie la naissance d'un petit enfant qui va arriver, qu'on veut voir, ou tout simplement une histoire d'amour, et qu'on va supporter ces souffrances. Alors qu'en quelques mois plus tôt, on aurait dit « Ah non, non, moi jamais j'accepterai ça ». C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir beaucoup de doutes, beaucoup de modestie sur cette question-là, et donc justement donner à chacune et chacun tous les moyens d'être rassuré, parce qu'une loi qui vous donne en plus un droit nouveau, c'est une loi aussi qui rassure, et que pour la plupart d'entre nous, nous n'utiliserons pas. Regardez, en Oregon, ce n'est pas du tout mon exemple que je choisirais, mais quand même, on vous donne le produit. S'il vous reste 6 mois, je ne sais pas comment on évalue vraiment. On peut se le faire prescrire et aller l'acheter à la pharmacie. Voilà, on vous donne le produit, et bien la moitié des gens, ils ne l'utilisent jamais. Mais ils sont rassurés et ils meurent dans de bonnes conditions. Donc vous voyez, je pense que voilà, faire une loi, c'est aussi rassurer les gens. Dominique Simonet, je voudrais qu'on aborde aussi ce point-là avec vous. C'est quand on crée un nouveau droit, on crée un cadre. Mais quelles doivent être les limites de ce cadre? Jusqu'où peut aller l'acceptation sociale? C'est une question difficile parce que c'est tout l'objet effectivement du débat et de la manière de limiter une loi avec les effets pervers qu'a toujours une loi. Ça ouvre d'autres possibilités. Il est évident que si on ouvre la possibilité d'une aide active à mourir, il ne faut pas que ça permette une recrudescence des crimes, on voudrait tuer la belle-mère ou je ne sais quoi. Bon, il y a évidemment ça, c'est extrêmement important parce que le droit à la vie, c'est quand même le principal droit. Simplement,
Je pense qu'on est toujours en deçà dans la réflexion, à la fois sur le plan juridique et sur le plan peut-être médical aussi d'ailleurs, parce que c'est une liberté qu'on demande, enfin que je demande moi personnellement, mais je suis loin d'être le seul, puisque je vois que la Convention citoyenne a quand même eu un esprit général très, très ouvert, bien au-delà de ce que peuvent dire les médecins et les législateurs, bien au-delà. Une liberté, ce n'est pas une obligation. Personne n'est obligé d'utiliser. Simplement, ce qu'il serait souhaitable, c'est de laisser à chacun le droit de pouvoir décider j'utilise cette liberté, ce droit ou non. Vous n'êtes pas obligé d'avorter quand vous êtes une jeune femme, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une possibilité d'être aidé à mourir si vous n'avez pas envie, si vos convictions religieuses ou philosophiques sont à l'encontre de cela. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on est dans une démocratie. Une liberté, c'est une liberté qu'on offre aux gens, qui est dans un cadre bien défini. Justement, vous le dites, il faut, et là c'est bon, là c'est un problème juridique assez complexe, mais il faut mettre des balises pour que cette liberté ne se transforme pas en abus. Mais franchement, moi, quand je vois, j'entends ou je lis des tribunes, je lisais la tribune d'Agnès Buzyn dans Le Monde, qui m'a horrifié. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est quelque chose où elle dit chacun, tout le monde rêve d'une mort lente, en ne s'alimentant plus et en ne s'hydratant plus parmi les siens. Mais je veux bien qu'Agnès Buzyn pense ça, mais ce n'est pas mon cas. Non, tout le monde ne rêve pas de ça. Je veux dire, nous sommes condamnés à l'agonie actuellement. C'est ça la situation actuelle. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui disent non, je veux partir quand justement j'aurai conscience que je suis au seuil de quelque chose que je ne souhaite pas et je veux partir avant. C'est toute la question est de savoir comment pouvoir mettre cela dans une possibilité, dans une loi et dans un cadre démocratique. Et vous avez totalement raison, parce qu'il y a aussi plein d'autres répercussions. Les personnes qui ont la capacité, parce qu'il faut bien dire, il y a une grande inégalité devant ça aussi. Ce sont les personnes les plus aisées qui peuvent aller en Belgique, en Suisse, ou qui peuvent avoir un médecin, un bon carnet d'adresses, et encore, d'ailleurs, c'est pas simple, mais avoir un bon carnet d'adresses pour être assuré que quand ça ira pas, quand la maladie que j'ai commencera à dégénérer et à me faire trop souffrir, ou même quand je sentirai, parce que c'est pas simplement une question de malade aussi. Pour ça, le cadre de la loi me gêne un peu, parce qu'on est toujours dans le pronostic vital engagé ou dans la maladie incurable. Non, la vieillesse est une maladie incurable, une maladie mortelle, la grande vieillesse. Hein, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas aborder la vieillesse avec sérénité. Mais c'est ça aussi, c'est aussi pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un cancer en phase terminale pour avoir l'idée que je voudrais partir dignement. Donc les personnes qui ont cette possibilité-là sont les plus aisées. Il y a une grande inégalité face à la mort. Et vous le dites, Jean-Luc Romero vient de le dire, elles vivent mieux. L'idée que de pouvoir avoir un médecin ami qui peut-être vous aider, ou alors, le cas dans l'Oregon, d'avoir une substance dans le placard ou dans le frigo qui, au cas où vraiment ça irait très très mal, vous pouvez l'utiliser. Et bien ça permet de mieux vivre. Et en général, les gens ne l'utilisent pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus cette angoisse de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Il n'y a plus cette angoisse. Et donc, d'une certaine manière, pouvoir savoir qu'on va mourir aide à mieux vivre. Et je pense que les médecins, oui, sont évidemment là, ils doivent être des partenaires, mais on peut aussi considérer qu'aider quelqu'un à mourir dignement, si tant est qu'on peut employer ce mot, fait partie d'un soin. Alors, il y a une autre
certaine conception de la médecine. C'est vrai qu'il y a le serment d'Hippocrate, c'est vrai que l'engagement d'un médecin, c'est d'essayer de guérir, d'essayer de soigner, et que la mort ne s'inscrit pas vraiment dans cette formation et même dans cette pratique. C'est vrai aussi que les personnes qui s'occupent des soins palliatifs, et là aussi je suis d'accord, il faut que les deux, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, il faut et les soins palliatifs et la possibilité d'ouvrir une loi à mourir. Mais les personnes qui s'occupent de tout cela, tout le personnel soignant, ils sont absolument admirables. Je veux dire, on ne peut que les louer pour la manière dont ils font leur travail, et dont les personnels des EHPAD aussi sont absolument extraordinaires. Le problème des EHPAD, c'est pas le personnel, c'est la structure et le manque de moyens, mais ça c'est une autre histoire. Et donc les médecins, s'ils ne veulent pas, très bien qu'ils disent moi je ne veux pas, c'est pas dans mes convictions, c'est pas dans ma mission. D'une certaine manière, moi je veux bien qu'ils interviennent comme experts, mais je ne veux pas qu'ils décident à ma place. Les médecins, non, c'est très bien, mais on a besoin de vous, mais vous n'êtes pas en ultime recours la personne qui doit décider pour moi. Et il y a cette hypocrisie de dire bah oui, on peut quand même, ça se passe plutôt bien, on va avec la sédation, pareil, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie de laisser mourir sans vraiment donner la mort? C'est quoi? On fait du en même temps là. C'est pas possible. Il faut être sincère et clair. Soit on aide quelqu'un à mourir, soit on l'aide pas. La sédation profonde, pour moi, c'est un état de la société aujourd'hui et de la capacité qu'on peut accepter, mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose de durable et de souhaitable. Ça tient pas la route, cette histoire-là. Je veux bien qu'on dise que la meilleure manière, c'est de laisser agoniser doucement, en espérant, parce que ça aussi, en étant sûr, en espérant que la sédation ne provoque pas de souffrance. Moi, je veux bien, tant mieux si c'est le cas. Mais bon, franchement, pourquoi s'obstiner à considérer que l'agonie est la seule forme de mort possible? Non, on peut aussi permettre aux gens de dire maintenant, je veux partir entouré de mes proches si possible, et aidez-moi à le faire. On entend le consensus qu'il y a entre vous sur ce point-là. Didier Dreyfus, sur le rôle du médecin, c'est quand même celui ou celle qui va donner l'état des lieux, qui va dire, voilà, madame, monsieur, vous êtes dans telle situation, qui va communiquer avec la famille. Ce rôle-là, il reste essentiel. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, là encore, je rejoins entièrement ce qui a été dit par les deux autres orateurs. Et concernant la religion, effectivement, moi, je vous ai dit, je n'aime pas trop le parallèle IVG-euthanasie, mais là, je vais en faire un. C'était la position du professeur Miliez. Le professeur Miliez était un très, 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 très grand patron de l'époque 70, très grand catholique, et qui avait pris position pour l'IVG au moment du fameux procès de Bobigny, etc., en disant « je ne vois pas pourquoi j'imposerai ma foi aux autres ». Donc je crois qu'effectivement, voilà une attitude raisonnable, on est d'accord. Hein. Alors, par contre, il va falloir introduire un tout petit peu de désaccord, sinon, au bout d'un moment, tout le monde va s'ennuyer, on va s'endormir. Hein. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas confondre la fin anticipée de sa vie des mois auparavant, comme on peut le faire dans une maladie néocancéreuse ou neurodégénérative. Il y a d'autres exemples aussi, dans lesquels, effectivement, pour lequel il n'y a rien actuellement et pour lequel, je crois que le CCNE s'est prolongé. Il y a un problème de temporalité. Lorsque vous vous élevez contre la sédation terminale, on va dire, ce n'est pas du tout le même cadre. Là, il s'agit de gens qui sont en train de mourir. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui... Alors là, pour le coup, personne n'a prévu sa sédation terminale. Ce sont des gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral massif, une infection dramatique qu'on n'a pas pu guérir, etc., qui sont en train de mourir. Donc on pourrait rajouter 4 respirateurs, 5 reins artificiels et 3 tonnes de médicaments pour soigner le cœur. Ils vont mourir de toutes les façons. Et donc, la loi Leonetti-Claes, ou Claes-Leonetti, a prévu la possibilité, dans ces cas, d'une sédation profonde et continue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que le décès qui va survenir dans les minutes, les heures ou les jours à venir va se faire. Oui, une sédation, non, c'est fait pour ne pas souffrir. Et effectivement, quand on sédate les gens, ils ne souffrent pas. Donc je veux dire que
Et souvent, ce sont des gens qui n'ont rien dit de leur volonté avant. Donc là, c'est une décision collégiale. C'est pas un seul médecin qui la prend. Il y a toute une procédure qui est faite pour permettre effectivement l'arrêt d'un certain nombre de traitements qui s'opposaient déraisonnablement à la survenue du décès et permettre une sédation continue. Donc, c'est deux choses différentes. La loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, s'adresse aux morts quasiment certaines à très brève échéance. Et il y a un vide total, effectivement, sur des morts plus incertaines et à plus longue échéance. Donc ça, je crois qu'il faut bien faire cette distinction. Alors, que, effectivement, ça ne soit pas forcément toujours à un médecin d'ouvrir la perfusion, oui. Par contre, vous parliez de droits, de nouveaux droits, et donc de risques inhérents éventuellement à des abus de la loi. Je crois qu'il ne serait pas raisonnable, mais je ne dis pas du tout que vous l'ayez pensé, qu'il n'y ait pas une évaluation, entre autres par des médecins, du désir de décès. Hein. C'est-à-dire que je trouve, et je rejoins Monsieur Romero, la loi belge est assez bien faite. Moi, j'enseignais l'éthique en première année de médecine pendant très longtemps, puis dans d'autres circonstances. Je disais que si un jour une loi devait être faite en France, elle devrait beaucoup ressembler à la loi belge, qui a beaucoup de garde-fous, et notamment l'entretien avec des médecins, voire des psychiatres lorsqu'une pathologie est en cause. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai envie de mourir, j'ai quelqu'un qui veut bien me faire mourir, allons-y. On serait un peu dans le souci. Il faut quand même des contrôles, des garde-fous. Un point sur les directives anticipées, oui, elles sont très mal connues, mais les gens ne connaissent pas bien leurs droits. Je pense qu'elles sont bien connues de gens qui sont dans des associations, que ce soit la vôtre ou des associations de malades. Je pense que les associations de patients atteints de maladie de Charcot savent ce que c'est que les directives anticipées. Et juste pour dire, elles sont accessibles sur le site de la Haute Autorité de Santé, et deux, elles sont devenues, depuis la loi Claes-Leonetti, opposables. On pourrait en parler ensuite, je ne veux pas monopoliser la parole, et donc j'ai oublié la question que vous me posiez. Non, il faut commencer par quelque chose et on y vient ensuite. Alors, je vais vous la reposer. Non, ma question, c'était sur le rôle du médecin. Parce qu'à partir du moment où vous êtes tous peu ou prou d'accord sur l'évolution du droit que vous estimez souhaitable, il y a cette notion de décision individuelle sur laquelle vous avez tous insisté. Mais cette décision, jusqu'où est-ce qu'elle peut être totalement individuelle ? Donc j'y avais répondu finalement. Le rôle du médecin reste quand même celui qui va donner l'information et qui va la partager avec le patient, qui va la partager avec la famille. Donc il y a bien un cadre qui reste posé dans l'organisation de ce qui pourrait advenir dans le droit. Malgré les lacunes de mémoire, j'y avais finalement répondu en partie. C'est-à-dire que, là, sincèrement, on ne peut pas concevoir qu'une telle décision se prenne sans qu'il y ait une évaluation médicale. Hein. Bon, alors, effectivement, la question peut se poser, et je ne suis pas du tout du style à dire « Regardez ce qui s'est passé là », parce qu'on s'en sort plus. J'avoue qu'en Belgique, le fait qu'on ait accordé l'euthanasie à une personne qui souffrait d'un stress post-traumatique après les attentats de l'aéroport de Bruxelles me pose un peu problème. Bon, mais donc, peut-être qu'effectivement, parce que la souffrance psychique, ça peut être parfaitement intolérable et malheureusement de temps en temps inguérissable. Je ne sais pas quoi en penser. Mais juste pour dire qu'il est normal qu'il y ait des garde-fous dans lesquels il n'y a pas forcément que des médecins qui peuvent être présents. Il peut y avoir des psychologues, des gens d'associations. Mais en tout cas, il est clair que pour évaluer si oui ou non quelqu'un a une maladie dont on sait qu'elle va entraîner des souffrances physiques et ou psychiques, une invalidité majeure, etc., dans son développement, il faut quand même un médecin ou deux médecins, puis c'est ce que prévoit la loi belge, qui me paraît assez sensé effectivement, pour évaluer la gravité et la véracité de la situation. Je peux vous poser une question ? Et si quelqu'un... Si veut bien, hein. Oui, pardon. Et si c'est une personne qui entre dans une très grande vieillesse, qui a conscience que sa dépendance lui devient insupportable et qu'elle sait qu'elle ne pourra peut-être même plus exprimer sa volonté dans quelques semaines, dans quelques mois, et qu'elle demande, maintenant elle dit ça suffit, c'est assez, je suis très très âgé, qu'est-ce qu'on fait là ? Là, il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a pas de pronostic vital. Oui, non, je pense que votre question est remarquablement pertinente. Moi, je vous avoue que là, je ne vais pas botter en touche en disant je me remets à la sagesse du législateur. Mais c'est vrai que c'est un réel problème. Parce que là, pour le coup,
vous avez effectivement ce dont vous parlez, vous avez aussi des risques d'abus et de dérive. Hein. Donc, je veux dire qu'il faut être très prudent avec ça. Mais je suis d'accord que le problème existe, mais je suis assez incapable, je crois, comme ça, à brûle-pourpoint, de donner une réponse. Mais le problème existe, vous avez raison. Jean-Luc Romero, c'est quoi la position de l'association pour le droit à mourir dans la dignité sur ce point-là, justement, sur le cadre et sur ce qu'il faut poser pour rester dans quelque chose qui soit socialement acceptable et qui ne soit pas considéré comme une dérive? C'est ennuyeux parce qu'il y a tellement de choses auxquelles il faut réagir. Alors, je vous pose la question, mais comme moi, oubliez la question et vous verrez bien à la fin. Après votre réponse, on donne la parole à la salle. Et voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à aborder. Beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais réagir à ce qui a été dit et sur lequel moi j'ai pas en fait de désaccord fondamental. Quand vous demandez la position de la DMD, moi je suis extrêmement surpris quand j'entends le comité citoyen aujourd'hui qui va beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes proposons. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais président de la DMD, la proposition de loi que nous avons aujourd'hui, que nous avons envoyée aux parlementaires, hein, qui est en gros la loi belge avec un accès universel aux soins palliatifs, j'avais posé à nos adhérents la question, est-ce qu'on l'étend par exemple aux mineurs? Oui. Moi j'y étais favorable à titre personnel, mais je pensais qu'aussi stratégiquement, dans une première loi, c'était peut-être pas ça à faire. On a vu que c'est un des grands débats qu'il y a actuellement au sein et qu'ils vont sur un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de gens, par exemple, dans la Convention citoyenne, qui estiment qu'il faut qu'il n'y ait aucune condition. Ce qui n'est pas, à mon avis... Ce qui a surpris beaucoup de monde, oui. Oui, ni l'avis, comment dire, de la plupart des associations qui se battent pour cela. Moi, je voudrais quand même dire quelques points qui ont quand même été importants sur l'inégalité. Je veux quand même qu'on insiste dessus. Parce que pour aller en Belgique, c'est vrai, il faut avoir des relations, il faut habiter à côté, avoir un médecin qui vous suit régulièrement, et ça, c'est pas possible pour tout le monde. Et en Suisse, c'est entre 11 000 et 13 000 euros. Sans compter le voyage, etc. Et tout le monde n'a pas 11 000 euros. Parce que moi, j'ai entendu certains qui disaient « Vous avez qu'à aller en Suisse. Vous avez qu'à aller en Suisse. Mais on fait comment ?» Moi, ma mère, elle vivait du minimum vieillesse. Elle avait 1 000 euros par mois. Quand elle est décédée de la Covid il y a 2 ans, elle avait 2 000 euros en tout sur son compte. C'est tout ce qu'elle avait comme bien à la fin de sa vie. Alors, il y a un moment, il faut aussi arrêter de dire n'importe quoi. Alors, nous, à la DMD, on a fait un système de solidarité qui fait que quand des gens n'ont pas les moyens, évidemment qu'on les soutient. Quand on a soutenu Alain Coq, quand je l'accompagnais, il n'avait pas les moyens de se payer ni ce voyage qui était compliqué puisqu'il est en situation de handicap. Et en plus, c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucune ambulance qui veut, si vous dites la vérité, qui veut vous y emmener. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Et puis trouver les 12 000 euros. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même 2 moyens. Vous avez les moyens, et tant mieux pour vous. Hein. Moi, je ne veux pas que les gens ne puissent pas en bénéficier. Mais il faut avoir les moyens, et ça, c'est quand même tout à fait scandaleux dans un pays qui se dit le pays de l'égalité. Sur la sédation profonde et continue, moi, je vais y revenir parce que moi, je ne la rejette pas complètement. Elle est, vous l'avez dit, professeur, efficace et utile dans certains cas. Le problème, c'est la façon dont elle est utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a des médecins, et je suis sûr que ça doit être votre cas, qui vont au contraire accompagner la personne pour qu'elle ne souffre pas et faire que ça ne dure pas. Et on en a certains qui laissent durer. Et parfois, des sédations profondes et continues durent 3 semaines. Rien que Vincent Lambert, ça a duré 8 jours. Son neveu a expliqué dans l'état où il était. Celles et ceux d'entre vous qui ont vu certains proches peuvent le dire. On nous dit qu'il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas eu d'études là-dessus. Mais quand on voit des gens décharnés à ce point-là, c'est normal, on arrête de les alimenter, de les hydrater. Quelque part, on provoque une maladie en atteignant leurs reins. Ils ne sont pas forcément en pleine forme. Et puis il y a aussi des gens qui souffrent, c'est ceux qui sont en face. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. C'est une solution pour des morts à court terme, et qu'en plus qu'on n'hésite pas. Et à condition de mettre la dose. Et de mettre la dose. Et je rappelle que les médecins qui ont peur, je leur dis, vous avez, depuis la loi de 2005, on a reconnu le double effet, c'est-à-dire la possibilité de donner un médicament qui va soulager vos douleurs, mais dont vous savez qu'il risque d'entraîner la mort. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de médecins, soit parce qu'ils n'y sont pas favorables, soit parce qu'ils ont peur, et je le comprends aussi, laissent traîner. Et donc, dans ces cas-là, la sédation, c'est une forme d'acharnement thérapeutique. Il ne faut pas hésiter, à le dire. Sur les EHPAD, il faut aussi qu'on ait bien conscience dans ce débat, parce que c'est un débat beaucoup plus
global qu'on doit avoir, c'est sur la dignité en fin de vie et la dignité de nos aînés. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Dominique, et quand même là-dessus, même Leonetti, qui quand même n'est pas d'une grande ouverture d'esprit dès qu'il faut évoluer, a reconnu dans son dernier rapport, Claes, qu'il y avait de la charte, enfin ce qu'il appelle de l'obstination déraisonnable maintenant, dans les EHPAD. Au CCNE, vous avez fait un rapport aussi là-dessus, sur la surmédicalisation qui était donnée. Et je crois que cette question, elle ne peut pas être en dehors de ces débats. Je vous rappelle que la question des EHPAD n'a pas existé dans les débats qui ont existé en 2005, dans la commission Leonetti aussi de 2008, après l'affaire Sébir, et en 2016. C'est quand même pas possible qu'on ne se pose pas de la question de la fin de vie dans les EHPAD. C'est quand même un vrai sujet avec ces personnels qui sont complètement désorientés. Et puis sur la question de la grande vieillesse, c'est compliqué. Dire le contraire, dire qu'on a tous une solution, moi je ne l'ai pas comme ça. On ne peut pas dire que si on a 80 ans, on peut demander à mourir. Ça ne veut rien dire. 80 ans, on peut être dans une forme extraordinaire aujourd'hui. Mais c'est une vraie question. Comment ils l'ont résolu en Suisse? Ils l'ont résolu parce qu'en général, quand vous êtes vraiment très très âgé, vous avez plusieurs pathologies qui rendent votre vie insupportable. Vous avez la DLMA, vous devenez aveugle, vous êtes sourd, vous avez plusieurs pathologies qui ne vont pas vous faire mourir, mais qui, toutes réunies, deviennent insupportables. Et je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faut s'orienter, parce qu'à partir de ce moment-là, la vie est insupportable. Parce que vous voyez des gens qui ont même 90 ans, qui n'ont... Il y a des gens, on n'est pas égaux face à la vieillesse, qui sont en pleine forme, et ils n'ont pas du tout envie de mourir. Ils sont très contents de voir leurs petits-enfants, d'encore voyager et de profiter de cette retraite qu'ils ont encore jusqu'à aujourd'hui. Mais très sincèrement, je pense que c'est une question qui est quand même compliquée, mais on doit se la poser comme on doit se poser la question des EHPAD. Et cette fois-ci, moi je refuse qu'on l'oublie, comme la question des nouveau-nés, excusez-moi d'en poser encore une autre, dans les lois. Est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a des nouveau-nés qui ne sont pas réellement viables, ou dont on sait qu'ils vont mourir à court terme, ou qui ont énormément de handicap? Souvent, on laisse encore une fois les médecins seuls face à leur conscience. Eh bien, moi, je pense que les médecins, ils n'en demandent pas autant. Ils n'en demandent pas autant. Et que si aujourd'hui, je comprends que c'est compliqué parce que dire à des parents la situation, etc., et que peut-être on va pas laisser vivre un enfant, mais c'est quand même eux qui, quelque part, doivent être associés à la décision. Et aujourd'hui, rien n'est prévu pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que 2-3 mois plus tard, le dossier médical, etc., vous finissez par le savoir. On nous dit, il ne faut pas dire au début aux parents ce qui se passe. Peut-être, sauf que ces parents, c'est à eux de décider ce qu'on fait. S'ils ont un enfant qui est multi-handicapé, s'ils souhaitent le garder, c'est leur choix. Et même s'ils veulent avoir un enfant qui est viable à quelques semaines, qui sommes-nous pour le décider à leur place? Et je vous le dis, moi je pense que les médecins acquis, parce que ce sujet, on ne veut pas l'évoquer. C'est vrai, il est quand même très tabou, le sujet des nouveau-nés. Il faudra aussi l'évoquer, parce que sur cette question-là, on ne peut pas évidemment entendre la personne concernée là, mais il faut entendre les parents. Et aujourd'hui, rien n'est prévu, hormis ce rapport singulier avec les médecins, mais il n'est pour moi pas suffisant. On voit bien que quand on part d'une position qui a l'air simple, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion, ça pose d'autres questions auxquelles, évidemment, il faut pouvoir répondre à un moment ou à un autre. Didier Dreyfus, je vous donne la parole encore quelques instants, oui, rapidement, parce que je voudrais qu'on entende. J'arrive à modérer mon temps de parole, je crois. Écoutez, non, je veux juste, avant qu'on ouvre le débat, faire une précision à laquelle j'ai fait un peu allusion tout à l'heure. Il faut bien distinguer ce qu'ont apporté loi Leonetti et Claes Leonetti à des situations particulières qui sont celles d'une fin de vie à très brève échéance. Et moi, je vais vous parler en une seconde de mon expérience de médecin réanimateur. Et par contre, elle n'abordait absolument pas la question du décès à moyen ou à long terme. Donc voilà. Donc, ne critiquons pas, à mon avis, ces lois. Remettons-les là où elles sont. Soulignons le fait qu'elles ne règlent pas ce problème-là. Juste un mot sur mon métier de médecin réanimateur. Je vous dis, alors on croit que les réanimateurs, c'est des gens qui font du massage cardiaque 24 heures sur 24 et du bouche à bouche. Non, ce n'est pas ça. C'est des gens qui prennent en charge donc des maladies extrêmement graves, nécessitant beaucoup de moyens, de suppléances, etc. On l'a vu au moment de la Covid. Eh bien, deux choses. Qu'est-ce qu'on faisait avant la loi Leonetti? On ne savait pas très bien. Parce que, imaginons qu'on fasse exactement ce que la loi Leonetti a prescrit ensuite, la réunion collégiale, etc., et puis on arrête les traitements, etc., et le malade décède, le procureur pouvait parfaitement dire qu'il s'agissait d'un homicide volontaire avec préméditation. Donc,
elle a apporté beaucoup. Et vraiment, elle a changé, à mon avis, pour ceux qui veulent bien s'en servir comme il faut. Et je vous rejoins. Il y a trop de médecins qui ne se sont pas appropriés cette loi pour méconnaissance ou position, je ne sais pas. Et effectivement, elle n'est pas assez appliquée. Moi, je fais en sorte qu'elle le soit au cours de l'assistance publique. J'aurai le temps de vous en parler si vous le souhaitiez. Mais en tout cas, elle a changé la façon de mourir dans des services de réanimation où effectivement elle a permis que l'on arrête légalement ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, mais je pense que le terme d'obstination déraisonnable était plus justifié au plan médical. Mais, et ça montre l'état du débat de la société, vous n'imaginez pas les difficultés que l'on peut avoir de temps en temps avec des entourages, alors que le patient n'a aucune chance de s'en sortir, qu'on a pris tout son temps, où on est injurié, menacé, parfois frappé, ou alors, ça dépend du niveau social, ou un référé liberté pour qu'on continue à des choses déraisonnables. Donc ça montre aussi l'ambivalence de la société par rapport à certains cas, ce qui n'enlève rien, tout ce qui a été dit et à quoi j'adhère. Merci pour ce point, Didier Dreyfus. Et je me tourne maintenant vers vous. Un micro est disponible s'il y a des questions. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour. Je voudrais déjà effectivement remercier les organisateurs du festival Polythéa qui est d'une remarquable qualité, remercier la ville de Thionville pour cette initiative. Je veux remercier les intervenants pour la qualité du débat. Et effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut légiférer sur ce sujet d'une première importance. Monsieur Romero, vous avez beaucoup fait référence à la Belgique et au contact que vous avez à la Belgique. Donc on vous remercie d'avoir quitté la capitale parisienne pour venir ici à Thionville. Donc Thionville a cette spécificité d'être également très proche du Luxembourg. Et le Luxembourg a également légiféré en 2009 sur une loi très proche de la Belgique. Donc il faut savoir qu'il y a 110 000 Français frontaliers, donc qui passent tous les jours la frontière pour travailler au Luxembourg. Donc ces frontaliers sont affiliés à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise et ils ont le droit de choisir s'ils veulent se soigner en France ou au Luxembourg. Et les droits à la fin de vie et au suicide assisté leur sont ouverts. Donc vous avez parlé des chiffres en Belgique, moi je connais très bien les chiffres luxembourgeois. Donc vous avez dit qu'à peu près 2 à 3% des décès sont concernés par la loi à l'euthanasie, la loi à la fin de vie. Donc au Luxembourg, il y a à peu près 4500 décès par an et il y a 20 dossiers par an qui sont ouverts, qui fait à peu près 0,5%. Donc c'est effectivement très marginal, mais d'une importance capitale pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer et qu'évidemment je ne reprendrai pas. En tout cas, merci pour vos interventions qui nous ont beaucoup apporté et beaucoup éclairé. Merci monsieur pour ce point sur le Luxembourg. Jean-Luc Romero, vous voulez réagir? Alors ce que vous venez de dire, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Dominique quand il évoquait cette histoire d'inégalité. Quand vous êtes ici à Thionville, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une euthanasie qui ne vous coûtera rien. Et bien c'est la même chose pour les gens qui habitent dans les Ardennes. C'est dans les Ardennes, malheureusement, il y a une sous-médicalisation, il n'y a pas assez de médecins, et donc il y a un accord entre la France et la Belgique qui fait que si vous habitez dans ce département, vous pouvez être soigné en Belgique et donc bénéficier de loi belge et donc vous faire rembourser une euthanasie par le système français, puisqu'il y a un accord où il compense. Donc on voit qu'il y a aussi quelque part un peu une folie. Selon l'endroit où vous êtes, vous pouvez en bénéficier avec un accord de l'État qui vous permet même d'être remboursé de vos frais. Vous avez la possibilité d'aller en Suisse si vous en avez les moyens, et les autres, ils ont comme seule solution que de se pendre. On va prendre une autre question. Madame. Beaucoup de choses ont été dites. Je suis secrétaire d'une association très proche de l'ADMD et aussi adhérente de l'ADMD depuis des années, la Libre Pensée de la Moselle. Donc on est en plein accord avec tout ce que Jean-Luc Romero a pu
dire aujourd'hui. Je veux le saluer parce que je pense que sans son association, on ne serait pas là aujourd'hui. Toutes ces années de combat, j'ai connu des débats à Strasbourg du comité d'éthique où on ne pouvait même pas ouvrir la bouche quand on disait qu'on faisait partie de la DMD. Donc je tiens à rappeler aussi l'histoire. Et j'ai une question qui concerne les directives anticipées. Effectivement, on peut les rédiger. Tous mes proches autour de moi l'ont rédigé. Mais qu'est-ce qu'on entend par acharnement thérapeutique, puisque ce n'est pas clairement défini et que vous avez un hôpital ou une équipe qui ne va pas voir l'acharnement thérapeutique ou déraisonnable comme une autre équipe. Donc déjà, il y a aussi une inégalité de ce côté-là. Et d'autre part, j'ai une question sur toutes les maladies neurodégénératives et Alzheimer. Il se trouve que, bien que n'ayant que 71 ans, je viens d'enterrer 2 personnes dans ce cadre-là. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui nous arrive dessus, à nous, la génération des 70-80 ans. Ceux que j'ai connus sont morts seuls en EHPAD, par exemple, ou seuls à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on est prêt à... Enfin, où en est notre réflexion sur le fait que dans cette nouvelle loi, à quel moment un malade normalement constitué, normalement intelligent dit « je ne veux pas passer au stade où j'aurais perdu toute ma conscience », à quel moment on va définir qu'on peut effectivement effectuer cet acte de suicide assisté? Je vous remercie. Je ne sais pas si la deuxième question est pour moi, mais la première, je pense, elle doit l'être. Les directives anticipées. Alors, écoutez, vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Donc, dire qu'est-ce que c'est définir l'obstination déraisonnable? Non. Elle a été définie par le législateur lorsque les soins n'ont plus aucun objet que de soutenir une vie qui, en fait, va de toutes les façons s'arrêter. Donc, à partir de là, il y a une marge d'appréciation. Néanmoins, 2 choses. Alors, je reviens sur les directives anticipées. Il y a 2 modèles dans la HAS. Il y a le modèle je suis en pleine santé, je ne me connais aucune maladie. Voilà ce que j'aimerais que l'on fasse au cas où je ne pourrais plus décider pour moi au cours d'une grave maladie, un accident par exemple. Et puis il y a le deuxième cas, je suis atteint de telle ou telle maladie, je l'ai comprise, et voici ce que je souhaite ou ne souhaite pas, que ne pas passer en réanimation, avoir ou pas tel ou tel traitement. Donc elles ne sont pas trop mal faites. Elles sont théoriquement opposables. Là encore, on revient au problème des inégalités, dont il vaut mieux, pour bien se servir de directives anticipées, oui, il vaut mieux avoir une certaine culture et être bien entouré, effectivement, sinon ça va être difficile. Néanmoins, là encore dans la loi, elles sont opposables. C'est-à-dire que si l'équipe décide de ne pas les suivre, elle doit, dans ces cas-là, déclencher la même procédure collégiale que celle pour décider d'arrêter des traitements dans laquelle il y a un médecin extérieur qui n'est pas partie prenante aux soins. Donc il y a beaucoup à la fois de garde-fous et de choses tout à fait raisonnables là-dedans. Comment vous dire? Oui, il m'arrivait dans mon service de ne pas suivre... Alors les gens qui ont écrit des directives anticipées, c'est exceptionnel, vous êtes d'accord, je crois. Vous savez quoi? Je ne les ai même pas encore écrites, les miennes. Pourtant, j'ai cru que je devais être mortel un jour ou l'autre. Donc ça veut dire que ça montre bien l'ambivalence que l'on peut avoir. Mais donc... bien évidemment, quelqu'un qui est en pleine santé et qui dit « je ne veux pas qu'on mette en réanimation alors qu'il a une pneumonie gravissime et qu'on va le guérir à tous les coups, on va pas suivre ». Et le législateur a bien dit « à condition qu'elle ne soit pas contraire, enfin je dirais, au bon sens », entre guillemets. Et elles ont été contestées et c'est allé jusqu'au Conseil constitutionnel, puisqu'il y a eu une QPC là-dessus, qui a validé le fait qu'effectivement, on pouvait ne pas suivre des directives suivre ou ne pas suivre des directives anticipées. Et c'est même allé jusqu'à la CEDH qui a entériné l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, tout ça est bien en théorie, mais là encore ramène au fait que, oui, nous sommes une société dans laquelle il y a des inégalités de santé, de culture, de revenus, et que c'est compliqué pour ceux qui sont le moins acculturés, je dirais. Moi, le service dans lequel je travaillais, en réanimation, était un service qui desservait une population assez pauvre, avec peu de moyens financiers et culturels. Alors là, je peux vous garantir que arrêter des traitements déraisonnables dans ces cas-là, c'était d'une complexité inouïe. On mettait des jours et des jours, et je dis de temps en temps avec des menaces physiques, avec de temps en temps des recours. Donc voilà, donc je veux dire que ça montre bien que c'est compliqué, que la loi, je trouve, est assez bien faite, mais que son application est d'une complexité importante si on n'est pas quelqu'un de très informé. La deuxième partie n'était pas forcément pour moi, je crois. Justement sur les maladies neurodégénératives, quel est le champ qui doit être pris en compte?
Alors, si je reprends votre question, madame. Est-ce que j'ai le droit de dire pour une fois on va être en désaccord? Ce serait pas drôle d'ailleurs dans notre pays si on est d'accord sur tout. Non, moi je pense que sur les directives anticipées, je suis d'accord évidemment complètement avec vous pour dire que très peu de gens les ont écrites et que pour moi c'est un problème parce que je pense qu'on écrit plus de testaments qu'on écrit de directives anticipées alors que quelque part c'est deux choses qui devraient être liées. C'est très altruiste d'écrire aussi un testament. Ça évite que les familles se disputent après. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et bien, en même temps, je pense qu'il faut faire aussi ces directives anticipées. On l'a vu dans l'affaire Vincent Lambert. Quand on a eu cette famille qui s'est déchirée entre l'épouse qui rappelait les volontés de son mari, mais qui ne les avait pas écrites, qui disait que s'il était dans cette situation, il ne voudrait pas continuer, et les parents qui y étaient opposés. Voilà. Donc on voit là. En tout cas, un cas où les directives anticipées auraient été très utiles, et aussi si le législateur, on l'a demandé, mais M. Leonetti à ce moment-là a refusé tous les amendements, aurait pu prévoir dans la dernière version que quand il n'y a pas de directive anticipée, qui décide vraiment ? Qui est l'interlocuteur du médecin qui va décider? Eh bien, très logiquement, comme l'ont fait les Belges, en premier, c'est la femme, le mari, le conjoint. S'il n'y a pas de femme, de mari, de conjoint, c'est les enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, c'est les parents, etc. Et tout ça sans que les degrés du dessous, c'est un peu comme puissent comment dire, s'y opposer. Alors moi, ce qui me pose un problème... C'est dans la loi, ça, par contre. Non, c'est pas dans la loi. Si, on en reparlera. Alors, c'est nouveau, alors. C'est depuis quand? Attendez, tout dépend. Non. Lorsque l'on décide, alors peut-être que je ne parle pas de la même chose que vous. Je pense qu'on va dire de quoi je parle. Alors, là encore, je parle de mon point de vue de réanimateur, mais ce serait pareil pour un neurologue. Lorsque le patient est considéré médicalement en fin de vie et qu'il risque d'être d'être soumis à de l'obstination déraisonnable, que ce soit en réanimation ou d'ailleurs ailleurs. La procédure collégiale se fait à la demande éventuellement soit des familles, soit effectivement de l'équipe soignante. Les familles ou les entourages sont entendus. Alors effectivement, c'est pas eux qui décident. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas eux qui décident. Voilà. Effectivement, in fine, c'est le médecin qui décide en prenant en compte notamment les avis de la famille. Moi, je peux vous dire que dans mon métier, si j'avais eu beaucoup de familles qui me disaient « Docteur, écoutez, franchement, il faut qu'on arrête », ça m'aurait grandement simplifié la vie. Hein. Je veux dire, donc, il faut voir l'ambivalence des gens là-dessus aussi quand même. Hein. Oui, je l'entends, mais si vous voulez, moi je pense quand même que ça doit quand même être la volonté dans cette question-là des personnes les plus proches qui doit prévaloir, parce que c'est elle qui connaît très bien et la volonté et l'histoire de la personne avec la complexité que vous dites. Si c'était aussi simple, hein, on n'aurait pas tous ces débats. Mais ce que je vais terminer sur les directives anticipées, parce que ça me paraît quand même important. Et après, j'aimerais bien que vous répondiez à la question de madame sur le champ des maladies neurodégénératives. Oui, mais terminer là-dessus, parce que dire que les directives anticipées, elles ne sont pas opposables, elles sont juste contraignantes. Elles sont contraignantes. C'est-à-dire que si on ne souhaite pas, vous l'avez dit, s'il y a une procédure collégiale, si le médecin, et vous l'avez rappelé, le Conseil constitutionnel a validé cette interprétation, ne veut pas l'appliquer en estimant qu'elles sont manifestement inappropriées, qui est un terme, et moi, c'est le Conseil constitutionnel, c'est comme ça. C'était dans un cas inverse. C'était dans le cas inverse. Hein. Oui, mais c'était le Conseil constitutionnel a donné raison aux médecins qui voulaient arrêter face à une famille qui voulait qu'on persiste chez quelqu'un qui était en coma dépassé. Donc c'est l'inverse. En même temps, en interprétant de cette manière-là, ils ont de facto donné, comme la loi le permet, ce qu'ils interprètent eux la loi. Le Conseil constitutionnel et la loi, le terme manifestement inapproprié, pour moi, est un terme juridique qui ne devrait pas exister parce qu'il est tellement flou. Il peut, si on tombe sur des médecins comme vous, tant mieux, mais il y a aussi des gens qui sont pas, qui n'écoutent pas les personnes. Et je pense que cette notion de seulement contraignante et pas opposable, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, pour moi pose un problème parce que dans les pays qui nous entourent, eh bien, elles sont, même en Allemagne, elles sont opposables. Et je crois que là-dessus, on doit aussi avancer. Et comme vous le dites, il y a certes une procédure collégiale, mais à la fin, c'est quand même un médecin seul qui décide. Et qui donc peut décider en opposition avec les directives anticipées, avec la personne de confiance. Que vous savez, nous, à la DMD, on demande aux gens d'avoir non seulement des directives anticipées, mais d'avoir une personne de confiance. C'est une double garantie pour nous. Parce que ça permet à la personne de confiance, avec qui, évidemment, vous avez partagé vos convictions, avec qui a signé vos directives anticipées, qu'elle soit aussi votre porte-parole
pour expliquer ce qu'il y a dans ces directives anticipées. Et ça, pour nous, c'est un travail essentiel. Et donc, Oui, mais en même temps, je rappelle que le médecin est le garant des intérêts d'un patient. Et donc, je veux dire que c'est compliqué, parce que sans remettre que au médecin, je suis d'accord avec vous, ça pose problème. Sans remettre aussi que à l'entourage, il y a des ambivalences, il y a des conflits parfois. Je veux dire, c'est ce que j'expliquais toujours dans mon service. Vous savez, quand on a un très gros souci sur une fin de vie, un très gros souci avec une famille, c'est qu'il y a un conflit intrafamilial. Et on l'a vu magnifiquement, entre guillemets, dans le cas Vincent Lambert. C'est pour ça qu'il faut avoir une personne de confiance qui ne soit pas forcément de votre famille et qui partage vos opinions. Je voudrais qu'on avance un peu, pardon, Dominique Simonet. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu et que vous répondiez à la question, madame, sur le champ des maladies neurodégénératives. Et après, je vous donne la parole, Dominique Simonet. Juste une toute petite vous êtes très indiscipliné. Oui, on est très quand même. Hein, non, parce qu'après, on va revenir en arrière. Sur les directives anticipées, c'est quand même la volonté du patient. C'est pas l'entourage. Elle est écrite. C'est une volonté qui devrait faire force de loi, si j'ose dire. Et la personne de confiance, moi je recommande d'ailleurs à toutes les personnes ici qui l'ont pas faite, c'est très simple sur le site, je sais pas, votre association, j'imagine, ou même d'ailleurs sur la sécurité sociale. Vous avez des modèles de directives anticipées et aussi un formulaire pour déclarer un tel, ma fille, mon fils, mon épouse, mon mari et la personne de confiance. Et cette personne-là, normalement, est celle qui va se trouver devant le médecin et qui normalement est habilité, a été mandaté par le patient, par son proche pour prendre des décisions. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne relève pas de l'arbitraire. Il y a une décision et une volonté exprimée et réitérée et confirmée par une personne de confiance. Donc faites-le, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est fondamental parce que quand on se trouve dans des situations d'urgence avec un parent qui d'un seul coup emmené à l'hôpital, il y a des décisions à prendre. S'il y a une personne de confiance, et vous l'avez dit tout à l'heure, les médecins disent je ne suis pas seul face à ça, il y a quelqu'un qui ça va me soulager dans ma décision. Donc ça aide aussi les médecins d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, je clôt la... Qui peut répondre sur la question du champ de la maladie. Et puis la personne... Vous allez m'engueuler. Oui, parce que si vous n'y répondez pas, je vais y répondre maintenant. J'aimerais bien qu'on prenne d'autres questions aussi dans la salle. Je veux dire, et la personne de confiance, moi je conseille justement que ce ne soit pas forcément quelqu'un de votre mari, vos enfants, etc. Je trouve que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est un peu neutre et dont la vie prime là. Donc, directive plus ça. Alors, sur les maladies génératives, c'est vrai que c'est le problème aujourd'hui. On a vu la fin de vie qu'à l'aune de l'agonie. Comme vous l'avez expliqué, et qu'aujourd'hui, il s'agit de l'étendre à des personnes qui ont, quand vous avez une maladie de Charcot dont vous savez quelle va être l'évolution, certes, ça ne va pas se faire en 8 jours, mais on doit pouvoir vous donner cette garantie, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même terrible qu'on voit des gens qui ont la maladie de Charcot qui vont se suicider très prématurément, alors que peut-être ils auraient encore eu des mois, voire des années, ou devoir partir à l'étranger. Quelque part, en plus, la loi elle nous pousse aujourd'hui à nous suicider prématurément, et je ne reviens pas sur les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, des conditions. Donc il faut, voilà, ça c'est déjà ce premier point. Alors ça pose le problème pour Alzheimer et pour ces maladies-là, ça je le reconnais. Et là-dessus, on n'aura pas une solution toute faite. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Belges ? Puisque des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont pu en bénéficier. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Hugo Claus, qui est mort il y a quelques années. C'était le même jour que Chantal Sébir, qui se suicidait toute seule chez elle, et lui, il mourait entouré des siens, avec son épouse, en buvant une coupe de champagne. C'est vous dire le parallèle, qui est quand même terrible, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Eh bien, eux, ils ont résolu le problème par le fait que vous pouvez le demander quand vous avez Alzheimer, tant que vous avez encore toute votre capacité à décider pour vous. À partir d'un certain seuil, vous ne pouvez plus. Et ça se comprend aussi, parce que même, et là, moi, je n'ai pas la solution, même si vous avez écrit des directives anticipées, c'est très compliqué pour Alzheimer. Quelqu'un qui a écrit « si je suis plus conscient, je veux », etc. Mais il faut quand même le lui demander à ce moment-là. Si la personne n'a plus envie, parce qu'elle ne se rend pas compte, c'est compliqué.
Enfin, j'avoue que je n'ai pas de solution pour ça, parce que c'est extrêmement violent, même pour les profs. Enfin, la personne, elle se satisfait, c'est extrêmement violent pour les aidants. Moi, ma mère a Alzheimer, donc je sais aussi malheureusement la violence que c'est pour les entourages, mais c'est très compliqué à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut le permettre tant que vous pouvez, tant que vous avez la capacité. Donc il ne faut pas exclure Alzheimer, mais qu'après, oui, il y a un problème sur lequel moi, je n'ai pas aujourd'hui de solution. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Romero. Je crois qu'il faut distinguer effectivement les maladies neurodégénératives de type maladie de Charcot qui laissent persister la conscience quasiment intacte jusqu'au bout, donc où on peut jusqu'au bout parler pour soi, de l'Alzheimer qui va effectivement... Moi, je ne veux pas du tout être provocateur, j'ai aucune envie d'avoir l'Alzheimer et j'aurais plutôt envie de dire, effectivement, peut-être faudrait-il mettre fin à mes jours, mais un Alzheimer est-il totalement malheureux? Je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. L'entourage souffre épouvantablement, c'est une évidence. Mais je ne sais pas. Je donne un exemple qui m'a frappé, c'est celui de Serge Rezvani, vous savez, le chanteur et compositeur très connu qui avait fait notamment la chanson dans le film de Truffaut, Jules et Jim, qui s'est occupé de sa femme Alzheimer jusqu'au bout, qui gagnait sa vie en quelque sorte pour lui assurer, alors qu'elle ne le reconnaissait plus. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas. Je suis en train de dire, de souligner la même complexité que vient de souligner Jean-Luc Romero. Je ne supporterai pas l'idée d'être totalement dépendant, Alzheimer, dément, etc. Mais quel est le vécu d'un Alzheimer? Ça, je ne le sais pas. Voilà. Mais je ne sais pas pour m'opposer à ce que vous avez dit, hein, bien évidemment. Madame. Merci beaucoup. J'aurais voulu avoir un éclairage, vos éclairages, sur la liberté de mourir face à l'éthique des religions. Autrement dit, quelle est l'approche des différentes religions monothéistes face à cette problématique et ce sujet? Merci. Je peux essayer de répondre, mais je ne suis militant d'aucune religion. Non, il aurait fallu effectivement inviter des religieux. Oui. Néanmoins, il y a des positions assez claires. Hein. Tout au moins pour ce qui est de l'Église catholique, bon, c'est absolument hors de question. Vous pourriez avoir réponse à ces questions dans... il y avait une série d'articles, alors c'est peut-être pas la revue que vous lisez tous les jours, mais dans une revue médicale qui s'appelle le Lancet, vous pouvez y avoir accès en demandant à un collègue, à un ami médecin. Il y a eu toute une série de morts et religions. Donc il y a le protestantisme, le catholicisme, le bouddhisme, le judaïsme. Dans l'ensemble, à ma connaissance, les religions monothéistes sont plutôt défavorables au suicide. Hein. Oui, alors madame, moi, je vous renvoie sur le site de la Convention citoyenne qui a auditionné les différents représentants des cultes en France. Et pour résumer les choses, il y a une position qui est globalement hostile et évidemment à tout ce qui peut être acte de donner la mort et très critique vis-à-vis du suicide. Mais ce qu'ont dit les représentants des religions, c'est qu'ils n'iraient pas à l'encontre d'une volonté démocratique si elle s'exprime et que si elle est traduite dans la législation, il n'y aura pas de leur part de mouvement, de blocage ou de refus de ce qui serait jugé démonstrativement valable. Donc il y a une opposition de principe au nom d'éléments de religion qu'on connaît, mais en revanche pas d'opposition sur le plan de la fabrication de la loi. En tout cas, c'est la façon dont ils ont exprimé les choses. Un élément intéressant là-dessus, bon, d'abord, par exemple, moi je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, le président a fait un nouveau dîner là, avec des religieux et des médecins, mais j'étais il y a 2-3 ans à un autre dîner où il y avait tous les religieux, et ça avait été très intéressant d'entendre les représentants des protestants qui reconnaissaient qu'évidemment, bon, ils y étaient opposés, mais que leurs fidèles, eux, y étaient favorables. Et d'ailleurs, La Croix, qui a été très honnête, je ne pense pas que le Figaro aurait osé faire la même chose, avait publié il y a quelques années un sondage dans lequel il avait interrogé les catholiques. Êtes-vous en faveur de l'euthanasie, etc. 90% des croyants non pratiquants y étaient favorables et 73% des catholiques pratiquants qui vont au moins une fois par semaine à la messe, c'était la question, y était favorable. Et depuis, il y a eu des sondages qui ont décliné par religion. La religion qui est le moins favorable, enfin les gens, ce sont les musulmans, mais c'est quand même du 63%. Donc on voit qu'il y a quand même un hiatus
entre la position, notamment de l'Église catholique, qui là-dessus est quand même très virulente. Hein. Je rappelle que quand même, c'est la seule fois, il n'y a pas si longtemps, ils ont eu une réunion à Lourdes où ils ont fait un communiqué commun et ils ont demandé à chaque évêque de faire une déclaration individuelle pour dire leur opposition totale à toute évolution de la loi en France. Mais ils sont en totale contradiction avec ce que pensent les gens. Et d'ailleurs, s'ils réfléchissaient vraiment aux religions, est-ce que, voilà, on vous fait le don de la vie, donc quand on vous donne la vie, est-ce que c'est pas à vous de choisir comment vous allez partir? Bon, là, j'exagère un peu. Mais alors, juste un point. Oui, là, on rentrerait dans un débat théologique et je crois qu'aucun de nous n'est compétent, ou en tout cas légitime. Non, juste une chose, pour montrer la complexité de ces situations. Je partage entièrement ce que vient de dire Jean-Luc Romero et je confirme que l'Église catholique et beaucoup de religions monothéistes y sont opposées. Mais ce qui est très intéressant, tout à l'heure, il était question du double effet. Hein, c'est-à-dire du fait qu'on peut administrer un traitement qui a comme effet bon de soulager, une sédation, et comme effet mauvais possible de hâter le décès, ce qui n'est pas toujours le cas pour les sédations profondes. Je ne sais pas si vous savez d'où ça vient. Ça vient de Thomas d'Aquin. Donc c'est quand même intéressant. Deuxième chose, je suis peu suspect d'être favorable à Pie XII, qui ne s'est pas vraiment élevé contre un certain nombre de morts qui n'avaient pas été choisis. Néanmoins, c'est Pie XII qui, dans les années 50, dans une adresse aux réanimateurs italiens, a dit « Vous n'êtes pas obligés d'employer des moyens extraordinaires lorsque ce n'est plus raisonnable ». Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a pas tout acheté, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, même pour un laïc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, vous avez levé la main et vous avez le micro. Merci. Merci aux orateurs pour leur position. Moi, je voudrais envisager d'abord le fait qu'il n'y a jamais de justice ni d'égalité. Et donc, en santé en particulier, on sait maintenant que, par exemple, si on doit se faire opérer d'un anévrisme dans la tête, il vaut mieux le faire à tel endroit à l'étranger que dans tel endroit où on est en France à l'heure actuelle, où on vit, etc. La sécurité sociale nous impose d'ailleurs d'aller se faire soigner dans l'hôpital voisin ou presque, et nous empêche ou rend les choses difficiles pour aller à l'étranger. Donc la justice ou l'égalité n'existe pas du tout en santé et n'existe pas pour la mort non plus. La deuxième chose, c'était merci d'avoir parlé des soins palliatifs. Les soins palliatifs, vous l'avez dit, donc je n'y reviens pas, c'est quelque chose qui est très cher. Et comme on vieillit de plus en plus, ça devient de plus en plus cher. Et vous savez les problèmes budgétaires qu'on a à l'heure actuelle. Et à côté de ces soins palliatifs, qu'il faudrait développer évidemment, se crée une industrie de la mort. Et cette industrie de la mort peut être intéressée aussi, et j'invite tout le monde à se rapprocher plutôt de son médecin traitant quand il en trouve, plutôt qu'à se rapprocher justement trop vite de ces thanatopracteurs qui vont faciliter la mort à peu de prix. La troisième chose et les questions que j'ai, il y a une question pratique, c'est que qu'est-ce que vous conseillez aux soignants de faire à l'heure actuelle face aux très nombreux suicides qui sont réanimés régulièrement alors que ces gens ont demandé à mourir? Pourquoi on se précipite? Pourquoi on envoie le SAMU? Que doit faire le SAMU? Etc. Quelle est votre position à chacun d'entre vous? Enfin, la dernière chose, c'est... Vous avez parlé de l'Oregon. Vous savez aussi qu'en Hollande, à l'heure actuelle, il y a des gens qui se cotisent, enfin qui s'associent pour essayer de participer à la mise au point et à leur vente en libre service d'une espèce de kill pill, donc une pilule tueuse à disposition de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, la dernière nouveauté, sans parler de l'intelligence artificielle qui permettra aux médecins de se défausser sur elle pour décider ou non de la mort, puisqu'on a vu que l'intelligence artificielle pouvait parfois
remplacer, par exemple, comme ça a été démontré, dans l'interprétation d'un scanner, les meilleurs neurologues au monde, est-ce que ça ne va pas être une solution? Et avez-vous entendu parler du Sarco-CAPS, mis au point par les Australiens, qui consiste alors à mettre à disposition une capsule dans laquelle on s'installe le plus confortablement, le plus agréablement possible, avec la musique qu'on veut, voire le cinéma qu'on veut, qui diminue l'oxygène très rapidement dans la capsule pour aboutir à une narcolepsie en 30 secondes environ, avec hypercapnie qui entraîne la mort très rapidement. Est-ce que ces nouveautés à venir ne vont pas bousculer un peu cette liberté de mourir que je vous remercie d'avoir accordée à chacun, mais en ayant respecté le droit de chacun, le droit en particulier aux soignants, de pouvoir faire établir une clause de conscience, car il faut bien voir que s'il s'agit d'un nouveau droit, ce droit va modifier aussi les soins pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui établissent ce nouveau droit. Merci. Alors, c'est beaucoup de questions. Je réponds, oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais répondre qu'aux dernières parce que j'ai déjà oublié les premières, comme vous avez pu remarquer. Non, écoutez, non. Alors, cette histoire d'Australie, ça, je ne la connais pas, mais c'est une abomination. Ça, écoutez, c'est faire mourir quelqu'un d'asphyxie. Non, mais ça, c'est une des douleurs et c'est l'équivalent de la douleur la plus abominable. Donc ça, non, c'est hors de question. Deuxièmement. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Non, écoutez, on va pas jouer à la dystopie. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin demain, surtout. Elle va aider au diagnostic. Effectivement, en neurologie, c'est le cas, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider de qui vit et qui meurt. Ça, non. Je crois qu'il faut. Bon. Et dernière chose, vous parlez du suicide. Oui, c'est un problème. Enfin, vous êtes médecin, vous êtes appelé devant quelqu'un qui, si vous ne faites rien, va mourir. Vous savez pas du tout ce qu'il a, ce qu'elle a. Vous savez pas du tout si c'est pas une dépression grave qui va s'améliorer avec le traitement approprié. Donc, il n'y a pas le moindre doute, et la loi, elle est très claire là-dessus, ne pas réanimer quelqu'un qui vient de se suicider, c'est quand même puni par la loi. Alors, je redis bien, il y a peut-être parmi ceux qui se suicident des gens qui, effectivement, en toute théorie, si on regarde bien, avaient des raisons irréfragables qui auraient pu être effectivement prises en compte par une loi si elle existait. Mais à l'état actuel, clairement, là, on peut prendre des statistiques. Les gens qui ont fait une tentative de suicide et qui sont allés en réanimation et qui ont été sauvés, dans l'ensemble, ne se resuicident pas pour la plus grande majorité d'entre eux. Heureusement, vous savez, souvent la tentative de suicide est un appel au secours, et je dirais que la tentative de suicide ratée, entre guillemets, c'est celle qui tue la personne qui n'avait pas envie de mourir. Dominique Simonet. Je pense que ce sont des questions importantes, mais très compliquées, parce qu'elles sont vraiment individuelles. En fait, c'est extrêmement difficile de parler du suicide d'une manière très générale. Je pense que au cas par cas, que si vous parlez du suicide rien à voir entre un jeune adolescent qui se jette sur une voiture par désespoir et les cas dont on a parlé tout à l'heure de personnes qui veulent en finir parce qu'ils sont vraiment à bout de leur vie. C'est pas la même chose, donc ça doit être apprécié en fonction de chaque cas. Je pense que vraiment la question essentielle dans tout ça, c'est vraiment le dialogue, c'est l'information, c'est en parler comme on fait aujourd'hui, c'est de pouvoir multiplier ce genre de rencontres, c'est de donner la parole à des associations comme la vôtre, d'écouter les médecins, et qu'on ait un débat un peu apaisé et dépassionné, si possible, le plus possible en France, plutôt que de toujours un peu mettre la mort sous le tapis, si j'ose dire. C'est-à-dire de ne pas oser poser ces questions, ce qui revient à se trouver confronté brutalement à la réalité quand on a ses parents ou des proches qui, d'un seul coup, y arrivent. Donc, je ne crois pas qu'il y ait
des réponses très très simples à chaque fois. C'est pour ça que moi je suis très axé sur la liberté individuelle, que la loi permette cette liberté individuelle, qu'elle l'encadre évidemment, qu'il n'y ait pas d'abus possible, mais que chacun en conscience doit pouvoir avoir une aide à mourir ou ne pas l'avoir, la choisir ou ne pas la choisir, que ses volontés soient clairement exprimées, d'où l'importance de ce qu'on a dit tout à l'heure, la personne de confiance, d'avoir des écrits, et on peut le faire tout de suite, hein, il ne faut pas attendre. Et ce relais de confiance avec les médecins, moi pour mon père par exemple, qui est disparu il y a peu de temps, ça a été un dialogue avec les médecins, et au bout il avait exprimé très clairement qu'il ne voulait pas souffrir, mais il ne voulait pas non plus précipiter sa mort. Donc c'était relativement clair, mais pas simple, parce que la frontière entre les deux est totalement floue, et ben, ça a été pris, ça s'est passé avec les médecins. Je dois dire que là, pour le coup, aussi bien la chef des urgences, qui étaient 3 femmes d'ailleurs à différents niveaux, que le chef de clinique, que le responsable du service de cardiologie dans lequel il est abouti, il était sous morphine parce qu'il commençait à souffrir vraiment, et il n'y avait pas d'espoir qu'il puisse revenir. Et la décision a été prise de manière assez concertée d'augmenter un peu les doses de morphine, ce qui correspondait au souhait de mon père, et qui a aussi été, je dirais, un acte médical, mais en même temps les médecins se sont appuyés sur mon avis et sur ce que je pouvais dire des volontés de mon père. Donc ça s'est pas forcément très bien passé. On aurait préféré qu'il soit à la maison, entouré des siens, comme tout le monde peut le rêver. Ça s'est passé à l'hôpital, mais je dois dire qu'il y a eu une forme de collaboration quand même entre moi et lui aussi, d'une certaine manière, même s'il ne pouvait plus exprimer sa volonté, et les médecins. Voilà, c'est une possibilité. À chacun après, on est toujours dans des circonstances particulières. Donc simplement qu'on ait ces possibilités, c'est vraiment très important que la loi s'ouvre. Merci Dominique Simonet pour votre témoignage. On a le temps de prendre une dernière question, il nous reste quelques minutes. Madame. Oui, d'abord merci bien sûr à l'animateur et surtout à nos 3 intervenants pour leur fine analyse. J'adhère vraiment à toute cette évolution souhaitée de la loi. J'ai vu aussi souffrir père et mère, etc. Donc j'ai des convictions très, très enracinées. Mais j'ai assisté il n'y a pas longtemps au Mécourt à une soirée de réflexion qui aurait dû être un débat, mais qui n'était qu'un petit jeu de questions-réponses, justement sur la fin de vie et sur tous les soins palliatifs, où on voyait que les lendemains qui chantent avec les soins palliatifs sont plutôt des surlendemains qui ne chantent pas encore, vu qu'il faut 10 années de préparation pour les médecins qui doivent intervenir. Les médecins manquent, on n'a déjà plus de médecins traitants, alors à plus forte raison. Bon, je fais cette parenthèse, mais il y avait là dans cette soirée la ministre de la Santé et une sénatrice qui était à l'origine de l'organisation du pseudo-débat. Et je voudrais que vous me disiez, messieurs, quelle est exactement la position de notre actuel ministre de la Santé sur cette question dont vous avez vous-même débattu, épluché tous les aspects. Merci. La sénatrice que j'avais connue il y a 20 ans au chevet de ma mère et qui était opposée à l'administration d'un produit létal, c'était son droit de réserve. 20 ans plus tard, je l'ai retrouvée, je lui ai posé la question, elle est toujours sur cette position. Bon, elle a le droit et je pense qu'elle ne peut plus maintenant contester ce que ferait un médecin qui pense autrement qu'elle, mais je voudrais bien connaître votre vision de ce qui est dans la tête de notre ministre actuel de la Santé. Merci. Alors, madame, c'est moi qui vais vous répondre. Du coup, faisant mon travail de journaliste et donc de médiation, le ministre de la Santé, donc François Braun, qui n'est pas parmi nous, a fait connaître plutôt des positions prudentes, voire très mesurées par rapport à une évolution législative. Ce faisant, il se fait plutôt l'écho, et on en a parlé tout à l'heure, d'une partie du personnel soignant qui a exprimé ses réticences
plus ou moins fortement. Donc on a de la part du ministre de la Santé, mais il n'a pas eu de grande expression publique, de grands discours pour tenir cette position, tout simplement parce qu'à la fin, quand il s'agira de prendre la décision de légiférer, ça sera celle du président de la République, et c'est lui qui décidera du moment où il veut avancer vers une évolution législative. Ce moment, on ne le connaît pas. Il était question qu'il y ait un projet de loi dès cette année. Quand on en discute avec les membres de l'exécutif, aujourd'hui, on n'a plus de calendrier précis. Donc pour l'instant, les échos qu'on a de l'exécutif, c'est plutôt de temporiser, d'attendre évidemment la fin de la Convention citoyenne et la fin des travaux parlementaires d'évaluation sur les lois Claes-Neoletti. Mais si vous voulez, une prise de température journalistique, on a l'impression que c'est un peu reporté. Alors, vous faites sûrement référence, non pas la personne que vous avez vue, puisque vous évoquiez une femme, c'était pas François Braun, mais sa ministre déléguée, je pense, qui devait être là, d'ailleurs, elle était prévue, Agnès Firmin-Baudot, parce qu'en fait, le ministre de la Santé n'est pas directement en charge de la question. Il y a 2 ministres qui le sont aujourd'hui, c'est Agnès Firmin-Baudot et Véran. Ce sont les 2 ministres qui s'occupent du débat, et je pense que c'est les 2 ministres qui seront chargés, parce que moi, je n'ai pas forcément les mêmes informations que vous, et le gouvernement, pour l'instant, est quand même toujours sur, on attend, vous l'avez dit, la fin de la Convention citoyenne, résultat début avril, on attend les travaux de la commission d'Olivier Falorni, et il est plutôt question qu'il se passe soit une proposition de loi, soit un projet de loi à l'automne. C'est ce que dit le président encore. Je pense qu'il va se passer, on ne sait pas ce que ce sera encore aujourd'hui, c'est clair. De toute façon, c'est normal, on a lancé des travaux. Si on n'écoute pas les personnes, même si c'est après, pour moi, aux parlementaires à trancher, il faut, permettre ce calendrier. La seule chose sur laquelle, moi, je dirais, sur qu'on doit se battre aussi, parce qu'on l'a réévoqué beaucoup de fois tout à l'heure, il faudra que la question des soins palliatifs soit aussi dedans, sur les moyens. On ne peut pas, je ne voudrais pas qu'on fasse une loi qui se réduise à ça, tout en précisant aussi, quand même, sur les soins palliatifs, que ça ne doit pas non plus être obligatoire, parce que je voudrais quand même là dire une chose qui me choque en ce moment, c'est que moi j'ai une grande admiration pour les gens qui y travaillent, un peu moins pour certains responsables des soins palliatifs qui aujourd'hui tiennent des propos d'une violence inouïe, alors que ils ne seront jamais obligés de faire quoi que ce soit, et qui en plus s'arrogent une parole qui serait celle de tous les médecins, qui n'est pas le cas. On vient de l'entendre ici, on l'entend aussi ailleurs. Et je pense qu'il est aussi dangereuse, parce que faire croire que la seule solution, que tout est miraculeux quand vous êtes dans les soins palliatifs, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Et je crois que là-dessus, il faut aussi qu'ils entendent raison et qu'ils sachent que c'est certes une petite partie, mais qu'il y a... Et puis des gens ne veulent pas y aller, ils ont aussi le droit. On a le droit de refuser les soins, on a le droit aussi de ne pas vouloir mourir dans une unité de soins palliatifs. Didier Dreyfus pour la conclusion, parce qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. Je souscris entièrement à ce que vient de dire M. Romero. Je crois que effectivement, chacun doit rester raisonnable et dans son domaine de compétences. Et je vais citer un exemple, un parcours qui est extrêmement intéressant. Le professeur Régis Aubry, qui a été le co-rapporteur avec Alain Claes de l'avis 139 du CCNE, a été à un moment président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc il a eu une divergence avec eux, donc ce qui montre qu'on peut être effectivement partisan des soins palliatifs sans pour autant être de façon forcenée opposé à l'euthanasie. Juste terminer sur un point, parce que là on est tous dans un consensus agréable, mais il y a un problème dramatique, c'est que les moyens effectivement ne sont pas donnés. Je ne suis pas sûr qu'ils seront donnés dès demain, parce que on est en plein dans la crise économique, et que, comme je le disais souvent à mes étudiants, malheureusement les mourants ne votent pas. Et donc je vais dire que c'est vrai que je crains que dans les priorités des agendas politiques de qui que ce soit, de mettre tout l'argent qu'il faut, et il faut mettre beaucoup d'argent dedans, ne soit pas une priorité, et ça m'inquiète beaucoup effectivement. Et on en restera là pour ce matin. On aurait pu continuer encore des heures, me semble-t-il. Merci à vous, Dominique Simoneau, Didier Dreyfus et Jean-Luc Romero, d'avoir participé à cette table ronde. Et puisque nous sommes vraiment très proches de l'heure du déjeuner, je vous souhaite à toutes et à toutes très bon appétit. Merci beaucoup.
Politéa.